Donc, bonjour, moi, mon nom c'est Clémentine Courdy, je suis étudiante en sociologie, je suis au doctorat en sociologie à l'Université de Montréal avec Éric Lacourse, qui est mon directeur, et je travaille dans le laboratoire changement de l'identité, changement sociaux et de l'identité. Je suis vraiment désolée s'il y a des bruits de construction, il se passe je ne sais pas quoi dans mon immeuble en ce moment, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de commencer là, mais donc désolée si vous entendez des espèces de bip. Euh, donc, je travaille dans le laboratoire Changement sociaux et de l'identité qui est co-dirigé par Éric Lacourse et Roxane de la Sablonnière. Et aujourd'hui, on va vous présenter en fait un exemple appliqué en sciences sociales de validation croisée et de régularisation avec de la régression logistique. Sayed, si tu veux te présenter rapidement. Oui, donc je m'appelle Seyed Gaviria, je travaille dans le même laboratoire que Clémentine, donc le laboratoire sur les changements sociaux et l'identité, que dirigé par Roxane et Eric Lacourse. Je suis étudiant à la maîtrise en psychologie et aujourd'hui, l'exemple que je vais vous présenter, ça implique les données avec lesquelles on travaille dans notre laboratoire et ça portera sur le mouvement social du Black Lives Matter, qui est mon sujet de recherche pour la maîtrise. Donc, c'est ça. Je vais vous en dire plus tout à l'heure. Super. Donc, je vais commencer tout de suite la présentation euh, PowerPoint. Est-ce que tout le monde voit bien mon PowerPoint? Oui, c'est parfait. Oui, super. Donc, comme je disais, aujourd'hui, le sujet, ça va être l'apprentissage automatique, plus spécifiquement la validation croisée et la régularisation en sciences sociales. La présentation va être divisée en deux parties. Donc, première heure, en fait, je vais faire une présentation plus théorique. Ensuite, je vais faire un premier exemple avec des données simulées qui va prendre peut-être une vingtaine de minutes. Et pour finir, Sayed va vous présenter son exemple avec ses données de recherche pour sa maîtrise. Donc, pour suivre les exemples, normalement, vous devriez avoir reçu le matériel. Vous pouvez aller sur GitHub, puis ça, vous pouvez faire. Vous allez pouvoir faire les exemples en même temps que nous, en fait, pour vous pratiquer. Donc, d'abord, rapidement, l'apprentissage automatique. Bon, j'imagine que c'est peut-être un sujet que plusieurs personnes connaissent déjà, mais l'apprentissage automatique, en fait, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, on entend l'ensemble des théories, des techniques qui sont mises en œuvre pour réaliser des machines, des logiciels qui sont capables de simuler l'intelligence humaine. Et aujourd'hui, souvent, on va utiliser des données, donc des échantillons de données réelles ou simulées pour développer ces modèles-là. La régression linéaire et logistique, qui sont des techniques statistiques quand même assez connues, assez de base en sciences sociales, sont des formes d'apprentissage automatique, en fait. C'est de l'apprentissage automatique supervisé. Donc, à ce titre-là, c'est considéré comme une forme d'apprentissage automatique de machine learning. Et c'est de plus en plus utilisé comme une approche en modélisation statistique pour permettre la prédiction et non seulement l'inférence, qui est le but plus classique en sciences sociales. Donc, la régularisation qu'on va voir aujourd'hui appliquée à la régression linéaire et logistique, ça a plusieurs forces. D'abord, ça permet de sélectionner un modèle optimal en basse ou en grande dimension. Ça permet d'estimer des paramètres pour presque tous les modèles probabilistes ou algorithmiques. Donc, comme je disais, on va l'appliquer à la régression linéaire logistique, mais ça s'applique à tout plein de modèles. Et c'est un outil vraiment robuste qui est plus performant que les indices d'ajustement classiques comme le IC ou le BIC. Donc, ça favorise une meilleure reproductibilité de la recherche, ce qui est toujours un enjeu assez important en sciences humaines. Par contre, évidemment, ça a quelques limites. Donc, ça optimise la justesse de prédiction, mais parfois au détriment de l'inférence. Donc, ça fait des algorithmes qu'on appelle parfois black box, donc en boîte noire, qui sont très difficiles à comprendre, à interpréter pour l'humain. Donc, une interprétation souvent difficile, voire même impossible si le modèle est trop compliqué. Et initialement, c'est des méthodes qui ont été conçues pour modéliser des données transversales sans trop de complexité. Donc, en sciences humaines, quand on a des structures nichées, hiérarchiques ou beaucoup de données manquantes, par exemple, ça peut être problématique. Quoique avec les avancées récentes dans ce domaine-là, c'est plus nécessairement tellement un enjeu. Donc, avant d'aller plus loin, je veux passer à travers un petit peu des termes de jargon en apprentissage automatique et surtout les termes en anglais qu'on va entendre souvent parce que je vais essayer au maximum de faire ma présentation en français, mais veut pas, en apprentissage automatique, la recherche et le développement des algorithmes a souvent été fait en anglais. Donc, on a plusieurs termes qui ont des traductions parfois un peu bizarres ou moins connues en français. Je vais passer à travers ça. L'autre chose, c'est qu'on a tendance à penser que l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, c'est quelque chose de complètement nouveau
c'est ça, qui est complètement nouveau, qui n'a jamais été utilisé avant en sciences sociales, partiellement parce que ça a une espèce de jargon qui lui est propre, justement. Alors qu'en fait, souvent, c'est les mêmes concepts qui existent déjà en statistique qui sont un peu repris, mais formulés d'une autre manière. Donc, par exemple, en statistique plus classique, on va généralement parler de variables, avec des variables indépendantes qui prédisent des variables dépendantes. Alors qu'en apprentissage automatique, en apprentissage profond, on va généralement parler de caractéristiques, donc des features, et on va avoir des entrées, inputs, qui prédisent des sorties, outputs ou des réponses, donc response. Donc, les termes changent, mais on est vraiment toujours dans la même logique. Pareillement, alors qu'en statistique, généralement, on parle de résidus ou d'estimation, ben, en apprentissage automatique, on va parler plutôt d'erreurs, de termes d'erreurs, et on va parler d'entraînement ou d'apprentissage de l'algorithme au lieu de parler d'estimation. Bon, je vais pas passer à travers tous les termes, mais je pense que vous comprenez l'idée. Donc, ce qui peut paraître parfois très nouveau en apprentissage automatique l'est pas nécessairement tellement. C'est un peu une nouvelle approche pour réaliser des tâches qui, quand même, sont quelque chose qu'on faisait déjà en statistique. Et comme vous voyez là aussi, on a la régression linéaire logistique ou la régression généralisée, qui sont en fait des formes d'apprentissage supervisé auxquelles on va s'attarder aujourd'hui. Donc, prochaine partie, on va parler de justesse prédictive et de flexibilité du modèle et du compromis biais-variance. Donc, l'objectif en apprentissage automatique, c'est généralement de créer un algorithme qui vise à approximer une fonction qui lie des variables indépendantes et dépendantes. Souvent, la formulation plus classique en apprentissage automatique, ça va être on veut faire des prédictions. Alors qu'en statistique sociale, généralement, on parle plutôt d'expliquer un lien entre des variables indépendantes et une variable dépendante. En apprentissage automatique, on va se concentrer sur la prédiction. Donc, c'est deux objectifs qui peuvent paraître un peu conflictuels, mais en fait, souvent, il y a moyen de faire les deux. Juste, il faut faire les bons choix pour être capable à la fois d'avoir une prédiction, une bonne performance prédictive et de faire de l'inférence, d'être capable d'aller expliquer le lien entre nos variables indépendantes et dépendantes. Donc, l'apprentissage automatique, ça va être utile quand on a peu d'hypothèses par rapport aux statistiques classiques parce que, étant donné en fait que ça peut développer des modèles en haute dimensionnalité, des modèles quand on n'a pas encore d'hypothèses, c'est une approche peut-être un peu plus exploratoire, inductive. Et c'est utile pour les modèles en très haute dimensionnalité et à grand échantillon, tous des concepts sur lesquels je vais revenir un peu plus tard dans la présentation. Donc, une première stratégie qui est vraiment très, très, très importante en apprentissage automatique, c'est de toujours diviser nos données en données d'entraînement et en données de test. Donc, encore une fois, si je compare avec comme les statistiques plus classiques en sciences sociales, généralement, on va utiliser toutes nos données pour créer un modèle qui va expliquer le mieux possible comment nos variables indépendantes influencent notre variable dépendante. Quand on est en apprentissage automatique, les problèmes sont conçus en termes d'apprentissage. C'est des problèmes de prédiction. Ce qu'on veut, c'est créer un algorithme qui va performer le mieux possible pour prédire notre variable dépendante ou notre réponse. Donc, la première étape, ça va toujours être de diviser nos données en données d'entraînement et de test. Ce que ça permet, en fait, c'est de tester justement la performance de l'algorithme en vérifiant s'il est capable de bien prédire les données de test qu'on a conservées, qui sont des nouvelles données, en fait, que le modèle n'aura jamais vues. Donc, c'est toujours une première division qui est très importante pour être capable de faire cette opération-là. Ensuite, pour choisir le modèle, justement, on va généralement choisir le modèle qui fait les meilleures prédictions. Donc, ça ne sera pas nécessairement le modèle qui correspond le mieux possible aux données d'entraînement. Je suis vraiment désolée. Tout le monde. Donc, ce ne sera pas nécessairement le modèle qui fait les meilleures prédictions, mais qui marche le mieux avec les données d'entraînement, mais ça va être le modèle qui fait les meilleures prédictions. Et pour vérifier quel modèle fait les meilleures prédictions, ben, ça nous prend nos données de validation, nos données de test qu'on conserve au début. Ce que ça permet de faire, c'est d'avoir une belle base de comparaison, justement, pour comparer une variété de modèles. Quand je parle de comparer des modèles, ça peut être à la fois des modèles de types très différents. Donc, par exemple, comparer une régression logistique avec un arbre de classification pour voir lequel des deux permet de prédire notre variable dépendante le mieux. Ou ça peut être à l'intérieur d'un type de modèle, plusieurs, disons, variations du même modèle. Donc, par exemple, dans la régression logistique, est-ce que le modèle performe mieux si on inclut telle ou telle variable? Est-ce que le modèle performe mieux si on fait de la régularisation, si on inclut les interactions, donc différentes choses comme ça? Dans tous les cas, c'est juste que ça donne une base comparative assez comme, je dirais, universelle qui permet de comparer les modèles
peu importe la variabilité, en fait, entre les modèles. Par rapport à, disons, le BIC ou le IC, donc les indices de classification, les indices d'ajustement plus classiques, justement, fonctionnent moins bien pour comparer des modèles. C'est ça, quand on passe d'un modèle très différent à un autre, ben là, on ne peut pas nécessairement utiliser les indices d'ajustement. Donc, voilà. Ensuite, bon, il y a différentes façons de tester les données en ensemble d'entraînement et de tests qu'on va voir un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, comme je disais au début, une autre façon de concevoir un peu le but de l'apprentissage automatique, c'est de déterminer la fonction qui représente le mieux possible la relation entre les VI et la VD. Donc, VY et les VD, variables dépendantes Y. VIX et VDY. Donc, ça nous crée une espèce de formule très générale qu'on voit juste ici, là, qui est Y égale fonction de X plus E, qui est epsilon, qui est le terme d'erreur. Donc, ça permet de lier les variables pour maximiser la justesse de la prédiction et ça va nous permettre de faire de la prédiction, d'inférer causalement ou les deux selon les choix qu'on fait, justement. Alors, c'est là qu'entre en jeu le compromis entre la justesse et la flexibilité. Donc, si on choisit un modèle plus rigide, donc moins flexible, ça va généralement être un modèle plus simple, plus facile à interpréter, mais qui s'adapte moins bien aux données d'entraînement. Donc, par exemple, si on regarde de ce côté-ci, on a une régression linéaire. Bien là, évidemment, c'est une régression linéaire qui fit quand même bien avec nos données, mais c'est quand même moins adapté aux données que si on avait une ligne, par exemple, vraiment très flexible qui passait exactement par chacun des points qu'on voit là. Mais si on avait une ligne qui passait exactement par chacun des points, c'est un modèle très flexible, mais qui aurait probablement une moins bonne performance sur des données de test. L'autre chose, c'est que ce serait beaucoup moins interprétable parce qu'on aurait, c'est ça, une espèce de ligne avec des petites courbes comme ça, alors que la régression linéaire qu'on a là, elle résume quand même très bien la relation et elle est super facile à interpréter. Donc, tout de suite, d'un coup d'œil, on la voit et on est capable de dire, bon, si X augmente de 1, Y augmente de 6, voilà, super simple. Alors que, encore une fois, si on avait une espèce de ligne super qui colle parfaitement aux données, ça serait beaucoup plus difficile à interpréter. À l'inverse, justement, un modèle très flexible mais complexe, ça peut coller très, très bien aux données. Donc, comme on voit ici, ça, c'est si on a un modèle en 3 dimensions. Ça pourrait coller parfaitement au point, mais bonne chance pour interpréter ça. Là. Je veux dire, on voit ça, c'est un plan avec des courbes, ça fait des jolies petites montagnes, mais c'est vraiment très, très difficile à interpréter d'un premier coup d'œil. Ça prendrait plusieurs calculs, puis un peu comme des transformations des coefficients pour être capable d'interpréter ça concrètement et de dire qu'est-ce qui se passe dans la relation entre les variables. Donc, le chercheur doit généralement faire un compromis dans la sélection du modèle. Si on s'intéresse à l'inférence, donc à l'explication causale, on va généralement pencher pour un modèle un petit peu plus simple. Et la tradition en sciences sociales, je dirais que ça a longtemps été ça. Souvent, on s'intéresse principalement à l'explication, donc on va pencher vers des modèles plus simples, mais plus faciles à expliquer. Alors que dans des domaines comme en informatique, généralement, on va pencher pour des modèles plus flexibles, quitte à ce qu'ils soient complexes, parce qu'on s'intéresse à la prédiction d'abord et avant tout, et l'explication du modèle exact, en fait, ce n'est pas nécessairement une priorité. Juste voir. Ah, excusez, je viens de voir qu'on a eu une question. Désolée, j'étais un peu lente pour l'avoir. Le BIC, c'est le Bayesian, Bayesian Index Criterion. Je ne vais pas embarquer sur comment on calcule le BIC, mais le BIC ou le IC, vous avez peut-être déjà entendu parler de log likelihood, tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des indices d'ajustement. Puis généralement, quand on crée un modèle, par exemple, c'est ça, une régression linéaire ou un arbre de classification, c'est des indices qu'on peut demander qu'ils soient calculés. Ça va nous dire à quel point le modèle est bien ajusté aux données. Et ce qu'on veut généralement, c'est, dépendamment des indices, soit que ce soit le plus petit possible ou le plus grand possible. Donc, si par exemple, j'ai plusieurs régressions linéaires, entre mes différentes régressions linéaires, je peux dire, la meilleure régression, c'est celle-là parce que c'est elle qui a le BIC le plus bas. Mais quand on veut comparer des modèles, comme différents types de modèles, par exemple une régression versus un arbre de classification, là, ça devient beaucoup plus difficile. C'est là qu'y aller en termes de justesse prédictive, ça va permettre une meilleure comparaison d'un type de modèle à l'autre. J'espère que ça répond à la question. Désolée pour le retard dans la réponse. Je vais être plus attentive au chat pour la suite.
pour revenir au compromis justesse-flexibilité, comme je disais, c'est ça, on a tendance, si on veut être capable de bien expliquer causalement, OK, tel facteur explique telle variation sur notre réponse, on va y aller avec des modèles plus simples, mais les modèles plus flexibles peuvent avoir une vraiment meilleure justesse prédictive parce qu'ils reflètent la relation, comme la relation réelle de manière très, très précise. Donc, c'est une espèce de dilemme qu'on garde toujours en tête et un choix qu'on doit faire à plusieurs étapes dans la recherche entre les modèles plus rigides ou plus flexibles. Pour continuer, en fait, sur ce concept-là, quand on choisit un algorithme, il va toujours y avoir deux types d'erreurs. Donc, si on fait juste ici, vous vous rappelez qu'on cherche à déterminer une fonction qui permet de prédire Y, mais la fonction est toujours accompagnée d'un terme d'erreur. Donc, le terme d'erreur, on peut le diviser en deux. Il va toujours y avoir une erreur réductible qui relève du type d'algorithme qu'on a choisi, et on va avoir une erreur irréductible qui relève de choses comme les variables qu'on n'a pas mesurées, les erreurs aléatoires, les erreurs de mesure, en fond, les erreurs humaines, qui sont justement irréductibles parce que c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais corriger en recherche. Il va toujours y avoir un petit écart entre nos modèles, ce qu'on a mesuré, notre représentation mathématique et la réalité. Il n'y a jamais rien de parfait, dans le fond. Alors que l'erreur réductible, en fait, c'est la partie qu'on peut diminuer justement parce que si on choisit un algorithme qui est plus proche des données qu'on a, on va avoir une erreur plus petite ou un biais plus petit. Donc, par exemple, ici, dans le cas de ces données-là, imaginez que les points bleus, c'est toutes nos données, eh bien, clairement, si on utilise une régression linéaire, on va avoir une plus grande erreur que si on utilise une régression quadratique. Parce que peu importe à quel point notre régression linéaire, elle est bien adaptée, donc ici, par exemple, c'est la régression linéaire idéale, celle qui est la mieux adaptée aux données, bien, elle ne reflètera jamais aussi bien la relation réelle qu'un modèle quadratique parce que la relation réelle a plutôt une forme quadratique. Dans les deux cas, on réalise qu'il y a quand même une partie d'erreur et il y a de l'erreur irréductible, mais il y a quand même un modèle qui permet de réduire l'erreur plus que l'autre. Donc, cette erreur réductible-là, on va aussi l'appeler le biais, qui est donc l'incapacité de la méthode choisie de refléter la vraie relation entre les variables, l'éloignement des vrais paramètres. Donc, c'est ça. On peut aussi calculer ce biais-là. Donc, par exemple, je continue toujours sur le même exemple. Donc, par exemple, ici, imaginons que nos données, nos points bleus, c'est nos données d'entraînement et les points rouges, c'est nos données de validation. Bon, notre courbe quadratique ici est parfaitement ajustée aux données d'entraînement, mais il y a quand même un certain biais avec les données de test. Donc, par exemple, entre ce point rouge-là et la courbe, on a une certaine distance et ça, c'est le biais pour ce point-là. On additionne le biais pour chacun des points et on obtient donc notre quantité de biais total. Alors qu'à l'inverse, avec la courbe noire, qui reflète moins bien peut-être la relation entre les données d'entraînement, qui étaient nos points bleus, on va avoir un biais plus faible sur nos données de test parce que c'est plus généralisable, en fait, comme courbe. Donc, la distance avec les points rouges est plus faible et on voit que c'est la régression linéaire qui performe le mieux. Donc, le biais, c'est l'erreur, c'est ça, dans le fait que dans le fait que l'algorithme choisi reflète jamais la relation réelle parfaitement. Donc, il va y avoir toujours une certaine quantité de biais. C'est par rapport aux données d'entraînement. Le fait qu'il y a du biais quand on applique l'algorithme à de nouvelles données, donc des données de test, on va aller appeler ça la variance. Donc, en fait, donc, par exemple, si on applique notre courbe de régression linéaire et que nos nouvelles données ressemblent à ça ou à ça, donc nos points bleus ou nos points verts, ben on a une faible variance. Parce que dans tous les cas, notre niveau de biais est très similaire quand on l'applique à des nouvelles données. Alors que si nos données ressemblaient plutôt à ça, on considérait qu'on a une variance élevée. Parce qu'ici, par exemple, le biais est très faible, mais avec les données, les points orange, le biais est très élevé. Puis avec les points jaunes, il est moyennement élevé. Donc, le fait que le biais varie d'un échantillon à l'autre quand on présente des nouvelles données à l'algorithme, c'est ce qu'on appelle la variance.
Donc, encore une fois, en fait, ça revient à ce qu'on disait plus tôt sur les modèles rigides versus flexibles. Un modèle très flexible va généralement s'ajuster super bien aux données d'entraînement, donc 0 biais sur les données d'entraînement, mais va avoir un très haut biais à chaque fois qu'on lui montre des nouvelles données. Donc, il va avoir une grosse variance. Et on veut généralement pas avoir une trop grosse variance parce que ça ne créera pas une bonne performance prédictive. En fait, ça va surtout créer une performance prédictive qui est très instable d'une fois à l'autre, alors qu'avec un modèle plus rigide, ça va peut-être s'ajuster un peu moins bien aux données d'entraînement, mais le niveau de biais, à chaque fois qu'on lui présente des nouvelles données, va être plus stable. Donc, la performance prédictive va être plus stable dans le temps. Dans les deux cas, il faut toujours trouver un équilibre, en fait, parce que, par exemple, ici, notre courbe bleue, qui est un modèle surajusté ou overfit, c'est très bien adapté aux données d'entraînement, mais justement, ça va donner des prédictions très précises, très peu précises et très variables avec des données de test parce que c'est trop ajusté aux données d'entraînement. Alors qu'à l'inverse, un modèle sous-ajusté, donc ici, la ligne noire est quand même bien ajustée, mais admettons qu'on aurait un modèle sous-ajusté, underfit, va juste vraiment mal refléter la relation réelle entre les deux variables. Donc, même si on veut que ça soit généralisable, il ne faut pas que ça soit un modèle si peu flexible qu'il ne reflète plus la vraie relation. Il faut quand même que ça reflète la vraie relation qu'on observe entre les variables dans nos données. Donc, encore une fois, c'est toujours une question d'équilibre et la régularisation, c'est une des méthodes qui va nous servir à atteindre cet équilibre-là, justement. Donc, on a encore une autre représentation, toujours dans la même idée. Donc, il faut trouver une méthode idéalement optimale qui minimise l'erreur totale en minimisant à la fois le biais et la variance. Quand on a un modèle très simple, on va avoir peu de variance, mais énormément de biais. Et à l'inverse, quand on a un modèle très complexe, le biais va être beaucoup diminué, mais la variance va être extrêmement haute. Donc, prochaine étape, on va aller parler de validation croisée. Donc, la validation croisée, c'est un peu un prérequis pour parler de régularisation parce que dans la régularisation, on utilise la validation croisée pour faire des estimations. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer par la validation croisée. Donc, comme je disais plus au début, la première étape quand on fait de l'apprentissage automatique, étant donné qu'on veut entraîner notre algorithme, ça nous prend des données d'entraînement et des données de test pour vérifier la performance de l'algorithme. Garder toutes nos données pour estimer notre algorithme, c'est une mauvaise stratégie parce qu'après ça, on n'a plus de nouvelles données pour tester l'algorithme, des données qui n'ont pas servi en fait à créer l'algorithme, autrement dit que le modèle n'a jamais vu. Donc, ça nous prend absolument des données de test. Donc, disons qu'on a, ici on y va vraiment très simplement, là, imaginons qu'on a un échantillon de 100 données. On pourrait diviser notre échantillon en gardant le 3/4 pour être des données d'entraînement et le reste comme des données de validation. Et là, on pourrait se poser la question, OK, super, j'ai 100 données, mais comment je sais quel 25% je devrais garder pour faire ma validation? Est-ce que je garde ce 25%-là, ce 25%-là, celui-là, celui-là? En fait, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. C'est une sélection aléatoire, généralement, qu'on fait, mais la validation croisée, ça permet un peu de contourner ce problème-là parce qu'on utilise en fait toutes les données à la fois comme entraînement et comme test, une après l'autre. Donc, on va faire différentes itérations. Donc, si on prend l'exemple qu'on a là, par exemple, à la première itération, on va utiliser 80% des données comme entraînement et on va tester notre modèle. Désolé, j'ai pesé. On va tester notre modèle sur le 20% d'observations restantes. La deuxième itération, on va faire l'entraînement sur ce 80%-là et on va garder ce deuxième bloc-là de 20% pour faire notre test, etc., 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 jusqu'à ce qu'on ait utilisé toutes les données à la fois comme entraînement et comme test. Et on peut faire une moyenne de la performance prédictive en fonction de toutes ces itérations-là, ce qui nous donne vraiment un aperçu le plus optimal possible de la performance prédictive de notre. Donc, autrement dit, j'ai essayé de vous montrer un petit exemple pratique vraiment très simple, encore une fois. Là, ici, on a 24 points de données, donc c'est vraiment hyper simple. Donc, ici, on aurait une courbe de régression logistique qui a été calculée à partir des points rouges, qui sont nos données d'entraînement, et les points verts représentent nos données de validation. Donc, ça serait notre première courbe logistique. Ensuite, si on change la partie qui est conservée pour les données de test et on calcule notre courbe de régression logistique sur nos nouvelles données d'entraînement, on obtient une courbe un peu différente, une troisième fois et une quatrième fois. Donc, on voit que d'une fois à l'autre, la courbe a quand même changé parce qu'on n'utilisait pas exactement les mêmes données comme données d'entraînement.
Dans tous les cas, par contre, elle reste à peu près à la même place et surtout, elle a à peu près la même forme. Donc, elle ne s'est pas complètement inversée, par exemple. Mais il y a quand même un peu de variation. Donc, ensuite, pour calculer la performance prédictive de notre modèle de régression logistique qu'on a ici, ce qu'on ferait, c'est que pour chacune des itérations que je viens de vous montrer, donc là, ici, on a 4 blocs, donc on va avoir 4 itérations, on va calculer la performance prédictive et ensuite, on va additionner tout ça. Donc, première itération, on a notre courbe de régression logistique qui a été calculée à partir de nos données d'entraînement. Dans une régression logistique, pour voir la performance, il faut qu'on aille regarder le point de coupure. Ça va toujours être la probabilité de 50 %. Donc, si quelqu'un a une probabilité de plus de 50 %, on va le classer comme étant dans le oui. Donc, si c'est un exemple avec le décrochage scolaire, donc oui, la personne a décroché. Et si la personne a une probabilité de moins de 50 %, on va la classifier comme n'ayant pas décroché, donc comme si elle égalait à 0. Donc, si, justement, on place notre cutoff à 50 %, et on voit que la classification se fait comme il faut. Donc, tout ce qui est à gauche de la ligne va être considéré, va être prédit comme étant des gens qui ont décroché, et tout ce qui est à droite de la ligne va être prédit comme n'ayant pas décroché. Et si on regarde nos points verts, on voit que nos points verts ont tous été bien classifiés. Ils sont tous du bon côté de la ligne. Donc, si on a une performance prédictive de 6 sur 6, de 100 %. Mais ça, c'est seulement sur notre premier échantillon de test, notre premier quart. Si on le refait avec notre deuxième échantillon de test, d'abord, tout de suite, la courbe a légèrement changé, puis on a notre nouveau point de cutoff et on a nos nouveaux points verts. Là, je sais que c'est très similaire, là, mais ce n'est pas exactement la même chose, hein, la deuxième itération. Et encore une fois, on voit que tous nos points verts se retrouvent du bon côté de la ligne, donc on a encore une performance de 100 %. Pour l'instant, notre algorithme semble vraiment très efficace. Par contre, troisième itération, cette fois-ci, le point de cutoff est là, et on voit qu'on a 2 données de test qui se retrouvent du mauvais côté de la ligne. Donc, ça veut dire en fait qu'en fonction de la ligne, donc en fonction de l'algorithme de prédiction, ces 2 personnes-là auraient été prédites comme étant des décrocheurs, parce qu'elles seraient à haut niveau où il y a une probabilité de plus de 50 % qu'elles aient décroché. Donc, on aurait prédit que c'était des décrocheurs, alors que dans la réalité, ce n'est pas des décrocheurs, c'est des gens qui n'ont pas décroché de l'école. Donc, ces 2 points-là correspondent à des erreurs de classification. Donc, si on aurait une classification de 4 sur 6 qui sont bien classifiées et donc une performance de 66 %. Donc, tout de suite, notre moyenne diminue beaucoup. Et même chose pour la 4e itération. On a notre courbe qui a été calculée sur nos points rouges et nos points verts, cette fois-ci, il y en a 3 qui sont mal classifiés. Donc, on a une performance de 50 %. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne cette performance-là à chacune des itérations qu'on a faites et on vérifie notre performance totale. Donc, en moyenne, avec cet échantillon-là, la régression de logistique nous donne une performance prédictive de 79 %, ce qui n'est pas nécessairement si mauvais, mais ce qui n'est quand même pas très haut non plus. Donc, la validation croisée, c'est vraiment à ça que ça sert. Si on avait utilisé seulement notre premier quart, un seul quart de données comme test, on aurait pu penser que notre algorithme est très, très, très performant. Mais si, par total hasard, de manière aléatoire, on avait sélectionné ce quart des données-là comme données de test, on aurait cru que notre algorithme n'était vraiment pas performant à 50 %. Le fait d'avoir plusieurs itérations, ça nous permet d'atteindre un peu un entre-deux qui nous donne un portrait plus juste de la performance prédictive de l'algorithme, en fait. Donc, ensuite, on pourrait se demander comment on détermine le nombre de blocs. Donc, à date, j'ai fait un exemple avec 4 blocs pour simplifier. Mais comment est-ce que j'ai choisi ce 4 blocs-là? Bon, ici, le choix était surtout motivé par le fait d'avoir quelque chose de simple que je pouvais montrer dans un PowerPoint. Dans la réalité, généralement, on va avoir 10 blocs. Donc, on va appeler ça de la validation croisée à 10 plis. Le nom classique, c'est donc validation croisée à K plis, où K est le nombre de blocs de données, donc le nombre de divisions. En anglais, vous allez voir K-fold cross-validation. Techniquement, on peut avoir autant de plis qu'on veut. Comme je disais, la 10 plis, c'est probablement ce qu'il y a de plus connu, de plus utilisé, mais on pourrait aller avec d'autres choses. Principalement, si on a vraiment un grand nombre de données, on pourrait vouloir y aller avec, par exemple, 100 plis au lieu de 10. En même temps, c'est qu'il faut considérer aussi le temps que ça va prendre à s'exécuter dans notre logiciel. Donc, plus on a de plis, plus ça va être long, évidemment. Donc, 10, c'est généralement considéré comme un bon compromis où on a assez de plis pour avoir une moyenne intéressante. Donc, il y a assez d'itérations pour qu'on sache qu'on se rapproche de
disons, vraie moyenne de la performance prédictive sans que ça prenne super longtemps à s'exécuter dans notre logiciel. Techniquement, la version la plus exhaustive de ça, donc la validation croisée exhaustive ou leave one out cross-validation, ça serait d'utiliser tout l'échantillon sauf une donnée comme entraînement et de garder une donnée comme donnée de test à chaque itération. Donc, si on a 100 observations, ben on ferait 100 itérations et à chaque fois, on a une donnée qui sert de donnée de test. Donc, ça, c'est vraiment techniquement ce qu'il y a de plus exhaustif qui permet d'avoir la moyenne la plus juste de performance prédictive. Donc, étant donné qu'on l'a fait autant de fois que de données, on a vraiment un vrai aperçu de à quel point notre algorithme est performant. Mais ça peut être vraiment très, 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 très long à exécuter parce que dans la réalité, ben, on n'a pas des échantillons de 100 personnes, on a des échantillons de 3000 personnes. Et si on fait 3000 plis, votre ordi va ventiler. Vous allez trouver ça là. Donc, c'est pour ça qu'on y va généralement avec une validation croisée à 10 plis qui est la plus commune. Donc, la validation croisée, dans le fond, son but, son utilité, ben, on est déjà un peu passé à travers, mais ça va être de permettre l'évaluation de la validité du modèle statistique pour permettre une généralisation et des prédictions efficaces en dehors de l'échantillon d'entraînement ou en dehors de l'échantillon original surtout. Parce que si on voit que notre modèle est très performant sur notre échantillon test, mais ça nous donne un indice que dans le futur, si on avait une autre base de données similaire, ça serait probablement un algorithme qui performerait bien également. Par contre, c'est sûr que ça demande des échantillons justement assez grands pour être subdivisés. Donc, l'exemple que je vous ai donné là, par exemple, avec 24 observations, ben, ce serait vraiment pas assez pour faire de la validation croisée dans la réalité. Mais de manière générale, c'est ça. C'est une technique très efficace qui permet d'éviter à la fois le sous- ou le surapprentissage du modèle, qui est plus robuste que les indices d'ajustement comme le BIC ou le AIC dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui facilite la sélection du modèle optimal. L'autre chose, c'est que là, j'ai utilisé la validation croisée pour vous la montrer, pour calculer la performance prédictive d'un modèle. Mais la validation croisée, on peut l'utiliser pour calculer un paquet d'affaires. Donc, par exemple, on peut l'utiliser pour déterminer la valeur d'une pénalité ou la valeur d'un coefficient ou par exemple, si on est dans des arbres, on peut l'utiliser pour déterminer la taille idéale de l'arbre. Il y a vraiment, ça peut servir à faire plein de choix dans différents algorithmes d'apprentissage automatique et de faire ces choix-là de manière automatique, justement, au lieu que ce soit le chercheur qui fasse ce choix-là. Donc, on va le voir en régularisation. On va avoir un exemple de comment la validation croisée est utilisée pour déterminer la valeur de la pénalité. Donc, justement, on est rendu au cœur, je dirais, de la présentation. La régularisation, Crête, Lasso et ElasticNet. Donc, on va vous présenter ces 3 types de régularisation-là parce que c'est vraiment les 3 types de régularisation les plus classiques qui ont été développés pas mal en premier en statistique. Maintenant, il existe beaucoup de variations sur ces 3 techniques-là, notamment au niveau de la régularisation Lasso. Il y a vraiment plein de variétés qui ont été développées par des statisticiens. Mais nous, on va s'en tenir à ces 3-là pour aujourd'hui, juste pour vous expliquer le concept. Donc, l'objectif de la régularisation, ça va être de créer des modèles plus parcimonieux qui permettent des prédictions plus justes. Et le fonctionnement général de la régularisation, c'est d'augmenter un petit peu le biais pour réduire la variance du modèle. Donc, on se rappelle que le biais, c'est l'écart entre le modèle et les données d'entraînement. Et la variance, c'est le fait que le biais varie beaucoup, en fait, d'un échantillon à l'autre quand on utilise des échantillons de test. Donc, en introduisant une pénalité, c'est pour ça qu'on va parfois appeler la régularisation aussi la pénalisation, on cherche à introduire un peu de biais dans l'algorithme, sachant donc que l'algorithme va être légèrement biaisé, qu'il va un petit peu moins bien marcher avec les données d'entraînement, dans le but de réduire la variance et d'avoir une performance prédictive plus stable sur les données de test. Donc, le but, c'est de tenir la plus grande réduction de variance possible en introduisant le moins de biais possible. Et généralement, ça fonctionne très bien, en fait, parce que ce qui crée de la variance dans un modèle, généralement, ça ne crée pas nécessairement beaucoup de biais. Donc, en introduisant un petit biais, on est capable d'avoir une très grande réduction de la variance. Le fonctionnement exact de la régularisation, on va se rendre au côté mathématique dans quelques secondes, mais en gros, la régularisation, ça permet aussi de réduire ou d'éliminer l'influence ou le poids des variables qui augmentent la variance du modèle sans contribuer réellement à la justesse de prédiction. Donc, si on a un modèle avec, mettons, 20 variables, puis il y a 2 variables là-dedans qui n'aident pas vraiment à la prédiction,
je veux dire, ça rend la prédiction peut-être 1% plus juste, mais qui crée beaucoup de variances, ben, ces variables-là vont être généralement éliminées. Ça va créer un petit biais dans le modèle, donc le modèle va être légèrement moins bon au départ, mais ça va avoir beaucoup moins de variances et la prédiction va être plus stable sur les données d'entraînement par après. Donc, c'est là que ça permet d'obtenir comme un bel équilibre. Et quand on parle aussi d'obtenir un modèle plus parcimonieux, ben justement, ça évite le surapprentissage du modèle. Et quand on a beaucoup de variables, ben ça fait une sélection automatique des variables qui sont les plus importantes pour la prédiction. Donc, ça permet d'avoir un modèle, des fois, qui est plus interprétable, qui garde juste les variables vraiment les plus importantes, ce qui peut aider à conjuguer l'explication avec une prédiction vraiment performante. Donc, ça peut être pratique aussi à ce niveau. Donc, l'équation générale pour la régularisation, c'est sûr, moi, je ne suis pas statisticienne, donc je ne vais pas nécessairement aller vraiment dans les détails hyper complexes des calculs, mais la méthode générale, on a notre algorithme. Ici, je vais faire l'exemple avec une régression linéaire, mais la régularisation, ça peut s'appliquer à toutes sortes d'algorithmes. La régression logistique, les arbres de régularisation, ça peut s'appliquer sur des splines, ça peut vraiment s'appliquer à plein de choses. Donc, dans tous les cas, on va partir de la méthode de base. Et dans la méthode de base, on cherche à minimiser la somme des carrés. C'est là que ça marche une régression linéaire. Quand on utilise la régularisation, on cherche à minimiser la somme des carrés avec une pénalité. Donc, ça va changer un petit peu c'est quoi, justement, l'équation de la courbe idéale, parce que la courbe idéale, ça ne va pas être celle qui minimise juste les carrés, ça va être celle qui minimise la somme des carrés et la pénalité ensemble. Donc, si on donne un petit exemple plus réel, mais simpliste, mais appliqué, disons qu'on a nos 2 points rouges qui sont nos données d'entraînement et on a nos points bleus qui sont nos données de test. La ligne noire ici, ça serait notre méthode des moindres carrés. Donc, la ligne noire, ça nous donne une somme des carrés de 0. On a vraiment une belle ligne noire qui passe parfaitement à travers nos données d'entraînement, mais qui va avoir un certain biais au niveau des données de test. Donc, une certaine variance si on l'applique à des nouvelles données. En ajoutant la pénalité, on va obtenir une courbe qui est légèrement différente. Donc, la pénalité va introduire un petit biais. Ça ne sera pas exactement la courbe des moindres carrés. Donc, on voit que maintenant, il y a un petit écart des points rouges, mais ça va permettre une meilleure prédiction sur les nouvelles données. Donc, une moins grande variance. Comme je le disais au début, il y a différents types de régularisation. En fait, il y en existe vraiment tout plein, mais les 3 plus connus, c'est vraiment Ridge, Lasso et ElasticNet. Et leur point commun à ces 3-là et à tous les types de régularisation, en fait, c'est vraiment qu'ils appliquent une pénalité, comme je viens de vous le montrer. Donc, on va chercher à minimiser la somme des carrés plus une pénalité. La différence va se trouver au niveau du calcul de la pénalité. Donc, les pénalités peuvent être calculées de différentes manières et c'est là que les méthodes vont se distinguer les unes des autres. Donc, la régularisation crête ou Ridge, c'est vraiment une des premières qui a été développée. C'est la plus de base, je dirais. Et la pénalité Ridge est calculée de cette manière-là. Donc, on a lambda, qui est un paramètre qui détermine la sévérité de la pénalité. Et ce paramètre-là, c'est aussi là qu'on va vouloir utiliser la validation croisée, parce que la validation croisée nous permet de déterminer, pour avoir la meilleure performance prédictive, à quel point ce paramètre-là quelle valeur ce paramètre-là devrait prendre. Donc, à quel point la pénalité devrait être sévère pour obtenir la meilleure prédiction possible. Pour faire ce choix-là, c'est vraiment la validation croisée qui va nous aider. Et donc, on utilise lambda fois la pente au carré. Donc là, ici, encore une fois, je parle de pente parce que j'explique tout ça en fonction de la régression linéaire. Mais si on avait un autre type d'algorithme, ben, ça serait l'équivalent de la pente. Là. Donc, le coefficient quelconque dans cet algorithme-là qui est l'équivalent de la pente. Donc, la régularisation, ça va rendre les prédictions moins sensibles aux variables indépendantes auxquelles on applique la pénalité. Je vais revenir sur ce concept-là dans 2 petites secondes. Donc, si je reprends l'exemple que j'ai juste de vous montrer, on a notre courbe des moindres carrés et on a notre courbe avec régularisation crête. On assume ici que lambda est 1. On va reparler du lambda un petit peu plus tard. Alors, notre ligne noire, on a une somme des carrés de 0 et on a une pente de 1,3. Donc, au total, la somme des carrés avec la pénalité, ça nous donne un total de 1,69. La somme totale, la somme de la somme des carrés et de la pénalité, est de 1,69. Donc, si on voulait simplement minimiser les carrés, ce serait celle-là la ligne idéale. Mais notre ligne orange ici, même si elle a une somme des carrés plus élevée, donc ici, on a une somme des carrés de 0,3125, mais elle a une pente de 0,8. Donc, ici, notre calcul de pénalité, il nous dit que le total de la somme des carrés plus la pénalité,
ça nous donne 0,9525. Donc, 0,9525, c'est plus petit que 1,69 et c'est ça qui nous dit que la courbe orange, en utilisant la régularisation Ridge, serait serait mieux adaptée que la courbe noire parce que ça minimise le total de la somme des carrés avec la pénalité. Donc, c'est comme ça qu'on obtient vraiment le chiffre le plus petit. Aussi, quand on parle de désensibilisation, en fait, c'est qu'en diminuant la pente de cette manière-là, techniquement, Y devient moins sensible aux variations de X. Donc, une pente plus basse, ça signifie que les prédictions d'Y sont moins sensibles aux variations de X, dans le sens que, avec la courbe noire, si j'augmente de 1, ben, Y augmente d'un petit peu plus que 1 aussi. Alors qu'avec la courbe orange, si on augmente de 1, Y augmente de 0,8, donc les pentes qu'on a vues juste là. Cette désensibilisation-là, c'est ça qui permet que l'impact de certaines variables va être réduit si elles ne sont pas importantes, si elles ne contribuent pas à la prédiction. Et avec la régularisation lasso, on va même avoir des variables qui sont fixées à 0. Parce que là, c'est sûr que dans un plan comme ça, avec seulement 2 variables, ça peut sembler un peu inutile, mais il faut penser que si on a une centaine de variables, bien, diminuer l'impact des variables qui ne sont pas pertinentes, qui ne contribuent pas à la prédiction, ça permet vraiment d'avoir un modèle qui est plus compréhensible et qui est plus performant. Donc, encore une fois, si plus on diminue la pente, bien, dans le fond, plus il faut, plus l'impact de X sur Y est faible, rapidement, là, vraiment concept de base. Et la sévérité de cette désensibilisation-là, donc à quel point on veut que les prédictions de Y soient moins sensibles aux variations de X, ça va être déterminé par le lambda. Donc, par exemple, si on aurait un lambda de 0, donc quand on bouge sur l'axe des X, on bouge beaucoup sur l'axe des Y aussi, alors que plus le lambda va être élevé, plus l'impact de X sur Y va être faible. Et la seule façon de choisir le lambda, comme je disais, c'est de tester différentes valeurs et de vérifier laquelle nous permet de diminuer au maximum la variance pour les données de test. Donc, généralement, on va choisir ça par validation croisée. Ça va nous permettre d'estimer un paramètre qui maximise la justesse de prédiction tout en réduisant l'importance des variables qui augmentent la variance du modèle. Désolé. L'autre avantage de la régularisation, c'est que ça nous permet d'estimer un modèle. Oui? Est-ce que je pouvais te poser une question? Oui! Est-ce qu'un paramètre lambda qui équivaut à 0, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de régularisation? Qu'il n'y aurait pas de pénalité? Oui, en effet, merci pour la précision. Donc, en fait, un lambda de 0, ça voudrait dire qu'on n'a pas de pénalité. Là. Donc, un lambda de 0, ça serait de revenir à l'équation originale. Là, en linéaire, classique. Oui, c'est ça. Donc, parce que, évidemment, ce lambda fois pente au carré, bien, si notre lambda est de 0, la pénalité, elle disparaît. Là. Donc, on retourne, en fait, vraiment à notre équation de base. C'était juste pour faire la comparaison, mais oui, évidemment, normalement, il faut que le lambda ait une valeur autre que 0, sinon on n'a pas de régularisation. Merci, Zayed, pour la précision. Vérification. Donc, on va retourner juste ici. Oui. Pourrais-tu juste rebaisser ta main? Parce que je ne vais pas me mélanger. Oui, OK. Donc, c'est ça. L'autre avantage de la régularisation, c'est quand on a un très, très grand nombre de variables, voire un plus grand nombre de variables qu'on a d'observation, ça nous permet de créer un modèle complet. Parce que normalement, pour créer un modèle, il faut qu'on ait au moins autant d'observations qu'on a de variables. Donc, si je donne un exemple vraiment de base, bien, si on a une seule observation et qu'on cherche à faire une courbe, bien, on ne pourra pas déterminer c'est laquelle la courbe optimale. Parce que si on a juste un point, toutes ces courbes-là ici sont techniquement aussi bonnes les unes que les autres. Il n'y a aucun moyen de déterminer c'est laquelle la meilleure courbe parce qu'on a juste un point. Ça prendrait 2 points pour être capable de déterminer c'est quoi la relation idéale dans un plan en 2 dimensions. Même principe, si on a un plan en 3 dimensions, bien, ça prend au moins 3 points pour déterminer quel est le plan idéal qui reflète la relation, parce que si on a juste 2 points, bien, il y aurait une infinité de plans qui peuvent passer à travers ces 2 points-là et qui sont tous aussi bons les uns que les autres. Avec la régularisation, en fait, étant donné qu'on a une pénalité, on obtient une équation complète, même si il nous manque d'observations. Donc, ça va nous permettre de créer un modèle, même si notre nombre de variables excède notre n, donc le nombre d'observations. C'est une caractéristique qui est vraiment utile quand on travaille en haute dimensionnalité. Donc, encore une fois, ça veut dire quand le nombre de variables dépasse le nombre d'observations, ou simplement quand on a des très petits échantillons, ce qui est quand même relativement fréquent en sciences sociales. Donc, ça peut être vraiment très aidant d'avoir
cet avantage-là de la régularisation quand on a des petits échantillons en sciences sociales. Donc, deuxième type de régularisation, à date, je vous ai parlé seulement de la régularisation Ridge. Donc, le deuxième type, c'est la régularisation LASSO. LASSO, c'est un acronyme qui veut dire Least Absolute Shrinkage and Selection Operator. Comme je disais tout à l'heure, la régularisation LASSO, c'est probablement celle qui a été la plus travaillée en statistique. Donc, il y a plein de statisticiens qui ont développé plein de variations de ce type de régularisation-là, notamment quelque chose qui s'appelle le Group Lasso, qui va être quand même très utilisé. Mais aujourd'hui, je vais me contenter de vous présenter la version de base, encore une fois, là, juste pour pas qu'on se complique trop la vie. Donc, la différence est vraiment au niveau du calcul de la pénalité. Tantôt, on avait lambda fois pente au carré. Et cette fois-ci, dans la régularisation Lasso, au lieu d'utiliser la pente au carré, on utilise la valeur absolue de la pente. Donc, ça va être lambda fois valeur absolue de la pente. Ce que ça change concrètement, c'est que le lasso, ça permet l'élimination complète de certains paramètres. Donc, quand on utilise lambda fois la pente au carré, même si le lambda est très, 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 très élevé, la pente ne va jamais complètement, il n'y a aucune variable qui ne va jamais être éliminée de l'équation de régression. Il va y avoir une réduction asymptotique près de zéro. Donc, certaines variables peuvent voir leur poids diminuer jusqu'à être presque nul, mais elles ne seront jamais éliminées. Alors que la régularisation Lasso, ça permet d'éliminer certaines variables qui sont vraiment inutiles et qui ne contribuent pas à la prédiction et qui ajoutent de la variance. Donc, autrement dit, ça permet aussi une sélection automatique des variables de façon plus fiable et plus stable qu'avec des indices d'ajustement ou des approches comme le pas à pas. Donc, souvent, quand on est dans une perspective exploratoire en sciences sociales, ce qu'on va faire, c'est, disons, j'ai une vingtaine de variables, ben, on va juste toutes les ajouter une après l'autre. Puis quand il y en a une qui n'est pas significative, ben, on va la retirer. Mais en utilisant le lasso, les variables sont toutes intégrées en même temps et c'est la régularisation qui détermine quelles variables contribuent en fait à la prédiction et lesquelles doivent être éliminées parce qu'elles ne contribuent pas. Donc, c'est vraiment encore une fois, une caractéristique très, très utile en sciences sociales. Donc, si je donne un exemple un peu niaiseux, mais qui fait comprendre le principe, là, on a des facteurs de risque du décrochage scolaire, l'âge, le revenu des parents, le régime alimentaire, le tabagisme, le temps de sommeil, le signe astrologique. Bien, clairement, ici, on voit qu'il y a des facteurs qui ne sont pas nécessairement liés au décrochage scolaire. Avec la régularisation Ridge, les paramètres qui n'ont pas rapport, ils vont être diminués, leur poids va être considérablement diminué, mais ils vont toujours être dans l'équation. Donc, l'équation va demeurer une équation avec 10 facteurs. Alors qu'avec la régularisation Lasso, les variables inutiles, comme par exemple le signe astrologique ou la couleur des yeux, vont être complètement éliminées, ce qui va nous faire une équation plus courte, plus interprétable, un modèle plus parcimonieux, en fait. Donc, petite comparaison rapide entre la régularisation Lasso et la régularisation Crête. Lasso, c'est particulièrement efficace lorsqu'on a un très grand nombre de variables parce que ça permet d'obtenir un modèle plus parcimonieux et l'équation finale va être plus simple, plus facile à interpréter. Alors que la régularisation Crête, ça va être plus efficace lorsque le nombre de variables P est plutôt petit et ça va être plus performant quand la majorité des variables du modèle sont utiles et qu'on veut qu'aucune des variables disparaisse, en fait. L'autre chose, c'est que la régularisation Crête, c'est très efficace en cas de multicollinéarité parce que quand je parle de multicollinéarité, je veux dire des variables qui sont fortement corrélées entre elles. Donc, par exemple, si je reprends notre exemple de décrochage scolaire, bien, on pourrait avoir mesuré le revenu de la mère et le revenu du père. Normalement, ça risque d'être des variables qui sont fortement corrélées. Avec la régularisation Ridge, si les variables sont fortement corrélées, bien, leur impact pour pas que leur impact soit démesurément multiplié, les deux vont être légèrement réduites. Pour que si elles ont un impact important, elles vont être conservées dans le modèle, mais leur poids, en fait, dans la prédiction, va être un petit peu réduit. Alors qu'avec le lasso, souvent, ce qui va arriver quand on a des variables qui sont fortement corrélées, c'est qu'il y en a une des deux qui va être conservée, puis l'autre va être complètement éliminée. Parce que quand on a les deux, bien, il y en a comme une des deux qui est inutile, qui ne contribue pas vraiment à la prédiction parce qu'elle est trop similaire à l'autre. Mais le fait d'avoir cette espèce d'élimination-là arbitraire entre deux variables corrélées, ce n'est pas nécessairement le meilleur fonctionnement, donc c'est quelque chose qu'on va vouloir éviter. Donc ça, c'est un des avantages aussi de la régularisation Crête versus la régularisation Lasso. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, à quoi ça sert la régularisation Crête, à quoi ça sert la régularisation Lasso, on peut se dire, c'est facile, il faut juste choisir l'un ou l'autre selon ce qu'on a. Mais là, le problème, c'est que des fois, on ne connaît pas si bien que ça nos variables. Surtout si on a des milliers et des milliers de variables, bien, on ne sait pas nécessairement s'il y en a beaucoup qui sont corrélées entre elles, s'il y en a beaucoup qui sont utiles ou inutiles. Donc, ça peut être plus difficile de choisir ces
laquelle des deux formes de régularisation qui va répondre le mieux à nos besoins. Donc, la solution, ça va être l'ElasticNet, qui est notre troisième forme de régularisation qu'on va voir aujourd'hui. L'ElasticNet, en fait, c'est super simple. C'est la combinaison de la régularisation CRED et lasso. On additionne les deux pénalités, tout simplement. Donc, on cherche à minimiser la somme des carrés plus 1 lambda fois la valeur absolue de la pente plus un autre lambda fois la valeur, la pente au carré. Donc, on additionne tout simplement les deux coefficients, les deux pénalités, et ça combine les forces des deux méthodes. Donc, ça va être efficace pour gérer la multicollinéarité, ça va permettre d'éliminer les variables inutiles, ça va vraiment avoir tous les avantages des deux autres. La seule chose, c'est que ça ajoute un petit degré de complexité parce qu'on va avoir un paramètre supplémentaire à estimer. Donc, dans la manière dont je l'ai écrit ici, vous avez vu, j'ai mis lambda 1 et lambda 2, donc comme si c'était deux coefficients complètement séparés qu'on estimait de manière complètement séparée. Mais dans la réalité, généralement, on va avoir une seule commande de régularisation et on va avoir un paramètre commun aux deux pénalités qui s'appelle alpha, qui va déterminer le poids de chacune des deux pénalités. Donc, on va avoir un seul lambda et ensuite un alpha qui détermine si on se rapproche plus de la régularisation lasso ou de la régularisation crête. Donc, si on a un alpha de 0, en fait, comme vous voyez ici, on a alpha fois la pénalité lasso. Si on a un alpha de 0, ben, la pénalité lasso va disparaître. Donc, on va se retrouver avec une régularisation crête. Et à l'inverse, si on a un alpha de 1, ben ici, on a 1 moins alpha, donc on va obtenir 0, et c'est la pénalité ridge qui va disparaître. On va se retrouver avec une régularisation lasso. En choisissant un alpha n'importe où entre 0 et 1, on va obtenir une combinaison des deux. Et ben, techniquement, si on a un alpha de 0,5, les deux pénalités vont avoir exactement le même poids. Donc, ça va vraiment être une combinaison à égalité entre les deux pénalités. Mais si on choisit un alpha qui se rapproche plus de 0, ben, on va avoir une régularisation qui est plus proche de la régularisation crête, mais avec quand même un petit peu de pénalité lasso qui entre en compte. Et vice-versa, si on a un alpha plus proche de 1, ben, on va avoir une équation dans laquelle la pénalité lasso a plus d'importance que la pénalité ridge. Donc, ça va être comme ça que ça fonctionne. Ça va être plus clair quand on va le faire dans R dans quelques minutes. Donc, encore une fois, pour le choix du type de régularisation, c'est sûr que ElasticNet, ça combine tous les avantages. Donc, généralement, ça va être celui qui est le plus efficace entre les trois. C'est bon avec la collinéarité, ça fait une bonne sélection de variables, ça permet d'éliminer des variables. Mais il y a quand même des cas dans lesquels la régularisation crête ou lasso uniquement va fonctionner mieux qu'en combinaison. Donc, généralement, on teste les trois parce que c'est pas particulièrement long ou compliqué. Donc, voilà qui conclut la partie théorique de la présentation, en fait. Pour aller plus loin, si ça vous intéresse comme sujet, l'apprentissage automatique en général et la validation croisée et la régularisation, je recommande le livre de Tibshirani et Asti, An Introduction to Statistical Learning with Application in R, qui est vraiment super détaillé. Ça contient 13 chapitres avec toujours des exemples dans R, un laboratoire et des exercices à faire de manière autonome. Donc, c'est disponible en PDF sur Internet. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage vraiment à aller regarder ça. Ce que vous avez juste à côté, ça fait référence à la chaîne YouTube StatQuest with Josh Farmer. Donc, Josh Farmer est un professeur de statistique à l'université quelque part aux États-Unis, j'oublie où. Et il fait des petites vidéos sur YouTube pour expliquer un paquet de concepts, notamment il y a des vidéos sur la régularisation et la validation croisée qui sont vraiment des super vidéos, c'est super clair, c'est court, il y a plein d'exemples et des fois il va faire aussi des exemples en R, donc ça peut être une très très bonne ressource si vous voulez explorer un peu ces sujets-là. Et si ça vous intéresse au point de faire un cours, ben, je vous recommande le cours SOL 3051 qui se donne à l'Université de Montréal, qui est le cours de sciences des données sociales donné par M. Lacourse, mon directeur, et moi-même comme auxiliaire. C'est un cours de 3 crédits au premier cycle. Donc, si vous êtes inscrit dans un programme à l'UTM, vous pouvez aller prendre ce cours-là si ça vous intéresse. On va le redonner l'année prochaine, probablement à la session d'hiver. Et sinon, si vous voulez plus explorer sans nécessairement avoir le commitment d'un cours de premier cycle, on a un cours en ligne gratuit, asynchrone et autonome qui est disponible sur Edulib. C'est un MOOC, donc un cours ouvert en ligne, qui s'appelle Introduction à la science des données sociales avec R. Tout à l'heure, je mettrai les liens pour ces deux choses-là dans le chat si ça vous intéresse. Donc, voilà pour la
présentation théorique. S'il y a des questions, je vais les prendre tout de suite pendant qu'on est dans la théorie, puis ensuite, je vais passer au premier exemple appliqué. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, n'hésitez pas à prendre la parole ou à lever la main pour poser des questions à Clémentine. Non? Bon, je suis vraiment claire apparemment. Oh, ouais, c'est super clair, c'est pour ça. Donc, on va continuer dans ce cas-là. Si vous avez des questions qui vous viennent un peu plus tard, n'hésitez pas à lever la main et les mettre dans le chat ou juste, on va se débrouiller pour qu'il reste un peu de temps à la fin pour discussion et questions. Là, donc, vous pourrez les poser à ce moment-là aussi. Donc, je vais reprendre le partage d'écran pour le premier exemple appliqué. Donc, tout d'abord, juste c'est ça, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le GitHub normalement, on vous a déjà envoyé le lien. Je peux peut-être juste le... Tu peux le mettre dans le chat, mais je l'ai envoyé, normalement, je l'ai déjà envoyé dans une infolette, mais remets-le dans le chat, comme ça, les gens, ils peuvent y aller. Oui, c'est bon. Donc, je vais juste expliquer un petit peu aussi le contexte, en fait. Là. Donc, en fait, ce que je vais vous présenter là comme exemple, c'est un exemple qui a été développé dans un chapitre de livre qui a été écrit par M. Lacourse et deux de ses collègues, qui s'appelait Un exemple de régression logistique régularisée et de validation croisée pour prédire le décrochage scolaire. Donc, c'est un exemple fictif qui a été créé à partir de données simulées, mais qui reflète une situation réelle, là, qui est comme inspirée d'une situation réelle et de données réelles. Si vous voulez lire le chapitre de livre, le livre est disponible juste ici, donc vous pouvez aller regarder ça. Vous pouvez aussi aller voir le projet OSF qui, je pense, a le brouillon final du chapitre de livre que vous pourrez donc aller lire. Et si vous voulez plus d'informations, vous pourrez consulter le GitHub en détail. Et sinon, vous avez le code en français ou en anglais, là, comme vous voyez. Donc, le code, évidemment, c'est du code R, là, mais l'explication qui l'accompagne est en français ou en anglais. Et vous l'avez en différents formats. Donc, vous pouvez l'avoir en Jupyter Notebook, en R Markdown, en PDF, ce qui est ce que je vous conseille si vous n'avez pas de logiciel à portée de main en ce moment, ou en Collab Magic, ce qui est pratique parce que ça vous permet d'exécuter le code en même temps que moi en utilisant tout simplement Google. Donc, si vous voulez suivre ce que je vais vous montrer en même temps que moi, je vous recommanderais d'utiliser soit le Google Colab ou le PDF dans lequel vous allez avoir tous les résultats au fur et à mesure. Moi, je vais utiliser directement la version en R Markdown pour pouvoir vous montrer vraiment comment ça fonctionne dans R. Donc, encore une fois, c'est inspiré d'un chapitre de livre qui s'appelle Algorithmes d'apprentissage et modèles statistiques, un exemple de régression logistique régularisée et de validation croisée pour prédire le décrochage scolaire. Donc, c'est un chapitre de livre qui a été coécrit par Charles-Édouard Giguère, Éric Lacourse et Véronique Dupéré. Ici, vous avez une petite description de l'échantillon du devis des variables dont les données simulées sont inspirées. Je vais passer un peu rapidement. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller les lire après. Mais en gros, c'est des données qui ont été recueillies auprès d'adolescents pour mesurer le décrochage scolaire. Donc, depuis tantôt, c'est l'exemple que j'utilise. On va continuer là-dessus. Le but, c'était de prédire le décrochage scolaire dans des populations à risque à partir de 25 variables prédictives. Donc, des variables du type le sexe, l'âge, le statut d'immigration des parents et surtout différentes combinaisons de stresseurs dans le temps. Donc, dans les 12 derniers mois, séparés selon la sévérité et justement la durée des stresseurs. Donc, l'objectif ici, ça va vraiment être de vous montrer comment faire la régularisation dans R. Je ne vais pas m'attarder vraiment à l'interprétation puisque de toute manière, c'est un exemple fictif. Sayed, ensuite, qui va vous faire l'exemple avec ses données de maîtrise, va aller un petit peu plus loin dans l'interprétation. Donc, la première étape dans R, c'est toujours évidemment de télécharger les packages. Donc, c'est ce qu'on fait juste ici. On télécharge tous les packages qui sont nécessaires pour l'analyse, ce qui va peut-être prendre quelques secondes. Désolée. L'autre chose, c'est que, comme je disais, si vous voulez vous pratiquer un peu puis apprendre à faire de la régularisation, les données pour cet exemple-là sont disponibles sur GitHub. Donc, vous pourrez télécharger les données et exécuter toutes ces procédures-là chez vous si ça vous tente. Donc, ensuite, justement, on télécharge les données directement à partir de GitHub avec ce code-là ici et on lit les données pour vérifier que ça a bien téléchargé. Donc, on voit ici qu'on a toutes nos données bien téléchargées. Ensuite, première étape, on va diviser notre échantillon en échantillons d'entraînement et
échantillon test, parce que comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est toujours la première étape de se garder un échantillon test pour pouvoir valider le modèle et vérifier c'est quoi sa performance prédictive. Ici, on a un échantillon fictif de 1000 observations, donc on va en garder 700 pour l'entraînement et on va en conserver 300, donc 30% à la fin pour le test. Donc, tout ce que je vais faire là, dans les prochaines 10 minutes à peu près, ça va être juste sur l'échantillon d'entraînement et on va revoir l'échantillon de test complètement à la fin quand on va aller tester la performance prédictive de nos modèles. Donc, si vous avez la syntaxe pour diviser l'échantillon, c'est important de... Oui, il y a une question? Oui, pourquoi seed en fait? Pourquoi? Quoi? Désolé? Pourquoi 7 seed? C'est exactement là que je suis rendue. Donc, avant de faire la division, parce qu'en fait, la division, c'est une division aléatoire. Donc, on demande à R de sélectionner aléatoirement 700 observations qui vont servir à créer l'échantillon de test. Et le set seed, ça permet que les résultats soient reproductibles. Parce que si on n'a pas de set seed, l'échantillonnage aléatoire, justement, il est aléatoire, donc il ne sera pas pareil d'une fois à l'autre. Et étant donné que là, on est dans dans un contexte d'enseignement que je veux que vous soyez capable de reproduire et de voir ce que je fais, bien, on va appliquer un point de départ aléatoire pour être sûr que l'échantillonnage aléatoire est le même à chaque fois et que vous obteniez exactement les mêmes résultats. C'est bon? Vous avez été plus rapide que moi. Donc, on exécute cette partie-là du code. Ensuite, on va procéder à la standardisation des variables. Donc, la standardisation, ça ramène toutes les variables. Ici, on n'avait que des variables continues. Donc, les variables continues vont être se standardiser ou mises à l'échelle, c'est deux manières de le dire, pour que leur moyenne soit 0 et que leur variation soit calculée en écart type. Donc, ce que ça permet, en fait, c'est que différentes variables qui ont peut-être différentes échelles de mesure soient toutes ramenées à la même échelle de mesure parce que sinon, une variable, par exemple, si on a une variable qui est mesurée sur une échelle de 0 à 10 et une autre variable qui est mesurée sur une échelle de 0 à 100, bien évidemment, la variable qui est sur une échelle de 0 à 100, elle va avoir un impact plus important. En ramenant les échelles, les variables toutes sur la même échelle standardisée en écart type, ça va permettre d'éviter en fait ce problème-là d'importance biaisée à cause de l'échelle de mesure. Oui. Oui, désolé, j'ai encore une question, c'est encore moi. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un problème si on fait la standardisation avant de découper les données? Non, en effet, ça, c'est deux étapes qui peuvent être interchangées. C'est vraiment pas très grave. C'est juste, présentement, on est un peu comme dans la préparation des données, donc l'ordre n'est pas nécessairement important. Vous pouvez standardiser avant de diviser, ça va devenir exactement au même. OK, merci. Donc, on fait la standardisation des variables. Là, ici, on va juste aller vérifier que nos échantillons ont bien été créés. Donc oui, on a toutes nos variables, tout s'est bien passé, on est content. Donc, ensuite, on va créer une fonction qui va procéder à la division aléatoire de l'échantillon en 10 sous-échantillons de 70 unités. Donc là, on parle de notre échantillon d'entraînement. Donc, on se rappelle qu'on avait 700 observations qui étaient conservées dans l'échantillon d'entraînement. Ici, on va subdiviser cet échantillon-là en 10 sous-échantillons de 70 unités pour permettre la validation croisée à 10 plis quand on va faire la sélection des paramètres alpha ou lambda un petit peu plus bas. Donc, toute cette syntaxe-là ici, c'est la création d'une fonction, donc la fonction crossval, pour faire la validation croisée à 10 plis. Donc, cette fonction-là a été développée par un statisticien qui est Charles-Édouard Giguère qui a contribué à l'article. Donc, c'est vraiment une fonction statistique là, qui permet de faire la validation croisée. Il faut juste l'exécuter tel quel. Tout ne suit pas ce qu'il y a dedans, puis ça devrait fonctionner normalement. Et ici, on a la première ligne, c'est ça qui montre vraiment qu'on fait une division en 10 sous-échantillons de 70 unités chaque pour un total de 10 échantillons sur 700 observations. Donc, on exécute cette partie-là. Et ensuite, on commence sur notre régression logistique. Donc, régression logistique, petit rappel, normalement, ça devrait être quelque chose que tout le monde connaît, là, mais la régression logistique, ça permet de prédire une variable binaire. Donc, si c'est le décrochage scolaire, où 0 égale pas de décrochage scolaire, 1 égale oui, décrochage scolaire. Donc, c'est ça qu'on cherche à prédire ici.
À titre de comparaison, je vais commencer par faire une régression logistique vraiment de base avec le package GLM, donc sans régularisation, juste directement une régression logistique vraiment très classique. On utilise toutes les observations, sauf ces trois-là ici qui sont un peu inutiles dans ce cadre-là. On utilise les données d'entraînement et on indique AR Family Binomials qui indique que c'est une régression logistique. Ensuite, on va aller visualiser les résultats de cette régression-là. Donc, quand on fait une régression logistique classique, on va obtenir les coefficients. Donc, ici, estimate, c'est le coefficient de chacune des variables qu'on a inclus dans l'analyse, et on va avoir le p-value. Donc, dans une procédure comme classique de sciences sociales, on ferait juste ça et on choisirait les variables, on referait un modèle avec juste les variables pertinentes en se fiant au p-value. Donc, ici, par exemple, on verrait que l'âge, cette variable-là, certains des stresseurs, etc., sont significatifs et c'est celle-là qu'on conserverait dans l'analyse. Mais ça peut être trompeur à un certain niveau. Donc, la régularisation, c'est une autre manière justement de sélectionner ces variables-là, les variables qu'on veut conserver dans l'analyse. Normalement, il devrait quand même y avoir une cohérence entre ce qu'on voit là et ce qu'on va obtenir à la fin. Donc, normalement, les variables qui sont conservées dans l'analyse, celles qui ont le plus gros poids, ça devrait être celles qu'on voit qui sont significatives ici. Parce que, normalement, c'est quand même une logique d'un modèle à l'autre. Donc, ça c'était vraiment juste à titre indicatif. Ensuite, on va refaire, même concept, le modèle additif sans régularisation de régression logistique sur l'échantillon d'entraînement, mais en utilisant le package GLMNet, qui est celui que je vais utiliser pour toute la suite de l'exemple. Donc, dans le package GLMNet, on doit d'abord indiquer notre X. Donc, notre X, ici, c'est un vecteur qui inclut toutes les variables prédictives du modèle. On a notre Y, qui est le statut, donc le statut de décrochage scolaire. On a le lambda qu'on doit indiquer ici à 0 pour dire qu'on ne veut pas de régularisation. On va l'utiliser tout à l'heure quand on va vouloir faire la régularisation Ridge et Lasso. Et on a la famille, donc Family Binomial, qui indique encore une fois que c'est une régression logistique. Donc, la différence en utilisant je vais juste vous montrer, là, en utilisant GLMNet, c'est que si on sort les résultats de la régression, GLM1. Voilà, on n'obtiendra pas, en fait, si vous regardez là, la sortie ici, on n'obtient pas un résultat qui ressemble à ce qu'on avait précédemment ici avec les coefficients et les p-values parce que, justement, l'approche de GLMNet est un peu différente. Le but, ce n'est pas d'aller estimer les coefficients ou d'aller voir les p-values, c'est vraiment d'utiliser la régularisation pour décider quelles variables sont les plus importantes. Donc, on va... donc, on regarde les résultats et on peut obtenir justement les coefficients, mais on n'aura jamais de p-value parce que les p-values, c'est vraiment... en fait, c'est comme ces deux écoles de pensée un peu en compétition, si on veut. Donc, on a les statistiques classiques dans lesquelles on utilise les p-values pour faire nos décisions et l'école de pensée plus apprentissage automatique dans laquelle on utilise la régularisation et tout ça. C'est généralement une école de pensée dans laquelle on rejette un peu les p-values parce que c'est considéré comme quelque chose de pas très fiable. Il y a plusieurs problèmes avec les p-values. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. Et c'est pour ça donc que dans les outputs de ce package-là, vous n'aurez jamais les p-values. Donc, il faut se fier plutôt à la régularisation pour sélectionner les variables qui sont pertinentes parce qu'on n'aura pas les p-values, ce qui peut être un peu déstabilisant pour les praticiens des sciences sociales parce qu'on a souvent appris à se fier à 100% sur les p-values. Donc, c'est un peu, il faut comme se prendre un peu des nouvelles habitudes. C'est un peu un autre point de vue pour arriver au même résultat que ce qu'on a appris d'une autre manière. Donc, ensuite, on va utiliser la fonction predict pour prédire justement le décrochage scolaire en fonction du modèle qu'on a déterminé juste ici. Donc là, ici, les étapes que je fais là, on va les reprendre dans le reste du laboratoire. Donc, je vais passer un petit peu plus rapidement là, pour la suite. Donc, on fait la prédiction et ensuite, on utilise cette prédiction-là pour calculer une table de classification et pour calculer la proportion des observations qui ont été bien classifiées dans la prédiction. Donc, ici, on exécute ça et on obtient, donc, on a la table de classification en valeur absolue, on a par pourcentage et on obtient notre total qui est 70,1% de bonne classification. Donc, sans régularisation, notre régression logistique classique
va bien classifier 70% des participants comme étant des décrocheurs ou pas. On passe ensuite au modèle avec régularisation. Donc là, ici, ça correspond exactement à ce que je vous ai montré dans les PowerPoint. On va aller un petit peu plus vite. On a la régression logistique classique. Ensuite, on a avec la régularisation Ridge avec notre pénalité au carré, notre régularisation lasso avec notre pénalité en valeur absolue et notre régularisation élastique net avec les deux pénalités et notre alpha. On va commencer par la régularisation Ridge. Donc, ici, on a exactement la même syntaxe que tout à l'heure. La seule différence, c'est que si on a un alpha 0, et ça, c'est ce qui identifie justement le fait qu'on fait une régression avec régularisation Ridge, vous voyez qu'on n'a plus rien qui parle du lambda, parce que le lambda, en fait, va être estimé avec la validation croisée. Et ici, c'est l'argument n-fold égale 10 qui indique à R de faire une validation croisée à 10 plis pour estimer le lambda. Donc, on va exécuter ça. Ensuite, on utilise la fonction plot ici pour voir la déviance en fonction du lambda choisi. Et les petites lignes pointillées nous indiquent les lambdas optimaux, donc qui permettent une réduction de la déviance tout en ayant une bonne performance prédictive, justement. Donc, on a le lambda ici qui nous donne une bonne prédiction ou le lambda ici. Donc, il y en a toujours deux, mais ultimement, R choisit le meilleur des deux de manière automatique dans la suite de la procédure. Donc, ça nous donne quand même un petit aperçu de la réduction de la variance selon la valeur de lambda. Ensuite, on va effectuer notre régression logistique avec régularisation Ridge en utilisant le lambda optimal, encore une fois. Donc, ici, ce deuxième graphique-là, il nous indique le lambda optimal avec la ligne rouge et chacune des lignes de couleur représente un coefficient, donc une variable. Et on voit que plus le lambda est élevé, plus la valeur de tous les coefficients se rapproche de 0, mais sans jamais l'atteindre. Donc, à la fin ici, donc si par exemple on avait un log lambda de 4,5, toutes nos variables seraient presque égales à 0, mais elles seraient encore toutes là. Avec notre lambda optimal, on voit que la majorité des variables sont relativement proches de leur coefficient original, mais il y en a quand même quelques-unes qui ont été diminuées et certaines dont l'impact a été légèrement augmenté, comme par exemple, si on voit l'espèce de ligne rouge là, qui monte un peu avant de redescendre. Donc, nous, ça va être ce lambda-là qu'on va utiliser, qui va être choisi de manière automatique en utilisant lambda min, donc lambda minimum. Ça va faire R va utiliser le lambda minimum. Donc, ici, c'est ça qu'on fait. On fait la prédiction en utilisant la régression logistique avec régularisation Ridge et le lambda minimum choisi par validation croisée. Puis, on va refaire le petit tableau comme on avait tout à l'heure pour voir la performance prédictive. Donc, ici, on obtient une performance prédictive très similaire à ce qu'on avait au début, 70,6% de bonne classification. Donc, on est très proche, mais il y a quand même une petite amélioration. Ensuite, on va passer à la régularisation lasso. Donc là, ici, c'est vraiment exactement la même procédure. La seule différence, c'est qu'on a alpha qui est égal à 1 pour indiquer qu'on veut une régularisation lasso. Donc, on exécute tout ça. On va obtenir encore une fois notre graphique. On voit que l'apparence est un peu différente parce que justement, la dynamique ne sera pas la même. On voit aussi que les chiffres en haut, ici, tout à l'heure, quand on était en régularisation Ridge, les chiffres en haut ne changeaient pas. Parce que les chiffres en haut, ça représente en fait le nombre de variables qui sont conservées dans l'analyse. Et quand on est en régularisation Ridge, il n'y a aucune variable qui est éliminée. Donc, on avait toujours 25 variables. Alors qu'en régularisation logistique, plus on avance, plus il y a de variables qui vont avoir été éliminées. Donc, ici, notre premier lambda optimal, on voit qu'on a 21 variables. Donc, il y en a 4 qui ont été éliminées. Et on a notre deuxième lambda optimal, qui est un modèle vraiment très parcimonieux, où il reste seulement 7 variables. Ensuite, on va refaire ce GNMNet avec la validation croisée et on va avoir le même graphique que tantôt avec les coefficients. Mais encore une fois, on voit que la dynamique n'est pas du tout la même parce qu'il y a vraiment des variables, au lieu que les variables se rapprochent asymptotiquement de 0, elles vont vraiment être fixées à 0 à un certain point. Donc, par exemple, on voit très bien ici que celle-là, le coefficient diminue, puis pouf, fixé à 0. Donc, à notre lambda optimal ici, qui est à 21 variables, on a 4 variables qui ont été fixées à 0 à partir du début et les autres variables sont toutes encore dans le modèle, mais leur impact a été diminué en fonction de leur importance pour la prédiction du décrochage scolaire. Donc, encore une fois, ici, on fait la prédiction, on fait notre petit tableau de prédiction et on obtient 69,9% de bonne classification. Donc, on est encore pas mal dans les mêmes eaux. Là, on est à moins de 1% près
de ce qu'on avait au début, mais on voit que le lasso a une performance légèrement moins bonne. Donc, ce que ça nous indiquerait ici, c'est probablement que, justement, 25 variables, c'est quand même pas tant que ça dans une perspective de régularisation. Donc, le fait d'éliminer des variables, dans ce cas-ci, c'est pas nécessairement super pertinent. C'est pour ça que la classification s'est pas vraiment améliorée. Ensuite, on va passer à la régularisation ElasticNet. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand on est en ElasticNet, il faut estimer l'alpha en plus du lambda. Donc, pour l'alpha, on va demander à R de nous estimer. En fait, on va demander à avoir ces graphiques-là ici, du lambda optimal pour différents niveaux d'alpha. Donc, on va tester les alphas de 0 à 1 à coût de 0.1 près. Donc, alpha 0.1, alpha 0.2, alpha 0.3, etc. jusqu'à 0.9 pour voir quel serait l'alpha idéal. Donc, on va l'exécuter, ça va être beaucoup plus clair une fois que vous allez voir. Et voilà, on fait les graphiques. Donc là, je m'excuse tout de suite, je pense que c'est peut-être un peu petit. Voilà. Non. Voilà. Donc, on voit que pour chaque niveau d'alpha, donc ici, on a alpha 0.1, alpha 0.2, alpha 0.3 jusqu'à 0.9 en bas. Vous pouvez aussi remarquer que justement, ici, on va avoir une diminution du nombre de variables et plus notre alpha est proche de 0, en fait, plus il y a beaucoup de variables qui sont conservées et on en perd juste quelques-unes à la fin. Alors que quand notre alpha est proche de 1, donc la pénalité lasso joue plus, on a plus de variables qui sont éliminées à cause que la pénalité lasso joue plus. Et on a au milieu le 0.5 qui peut nous servir un peu de point de référence, étant donné que c'est l'alpha où les deux pénalités sont à égalité. Donc, ça nous donne un aperçu. Ensuite, on va retourner dans R. On va aller regarder précisément, donc, justement, quels sont les lambda optimales. Quel est le lambda optimal pour chaque niveau de valeur d'alpha. Et ce qu'on veut, en fait, c'est le lambda le plus... Désolé. On veut la déviance minimale. Donc, la première colonne nous montre la déviance minimale, ce qui permet de déduire le lambda optimal. Donc, ce qu'on veut, c'est prendre l'alpha pour lequel la déviance minimale est la plus petite. Donc, officiellement, ici, ça serait un alpha de 0.01. Mais comme on voit, la déviance est hyper similaire d'un alpha à l'autre. Donc, encore une fois, ça nous montrerait ici probablement qu'on est dans un cas où la régularisation n'est pas nécessaire parce qu'on n'a pas tant de variables que ça. Donc, c'est pour ça que c'est très similaire. Si vous avez beaucoup de variables, il va y avoir un petit peu plus de variation et le choix va être plus facile. Donc, on va conserver notre alpha à 0.1. Le lambda va être estimé automatiquement par validation croisée. On estime notre modèle, on fait la prédiction et on regarde notre performance prédictive qui va être à 67,7% de bonne classification. Donc, comme vous voyez, la performance prédictive a diminué, ce qui renforce ce que je disais juste avant, qu'on n'est peut-être pas dans un cas où la régularisation est nécessairement si utile que ça. Ensuite, donc jusque-là, on travaillait avec notre échantillon d'entraînement. Maintenant, on va utiliser notre échantillon test pour aller vérifier la performance prédictive sur les données de test. Parce que là, les performances prédictives que j'ai citées, c'est les performances prédictives sur les données d'entraînement. Donc, techniquement, ce n'est pas vraiment fiable. Ce qu'il faut aller regarder, c'est beaucoup plus la prédiction sur les données de test. Donc, ici, on utilise la même syntaxe exactement pour aller faire nos petites tables de classification et obtenir nos pourcentages. Je vais les exécuter assez rapidement, puis on va aller voir directement le sommaire à la fin. Et avant d'aller voir le sommaire, on va aussi aller calculer l'écart type de la performance prédictive du modèle sur 1000 itérations à l'aide du bootstrapping. Donc, je n'ai pas beaucoup parlé de bootstrapping aujourd'hui, mais le bootstrapping, c'est une autre méthode d'estimation avec sélection aléatoire qui nous permet de faire de la réplication et d'obtenir justement un écart type autour de différents chiffres ici autour de la performance prédictive. Donc, on va juste exécuter tout ça. Avertissement, c'est un peu long. Mais de toute façon, j'avais déjà noté les résultats ici. Donc, notre modèle additif de régulation logistique classique, donc sans régularisation, on a une performance de 66,7% avec plus ou moins 2,86 pour les données de test. Avec la régularisation Ridge, on a presque exactement la même chose, donc 66,7 avec plus ou moins 2,95. Pour la régularisation Lasso, on est à 67 et pour la régularisation ElasticNet, on est aussi à 67. Donc, tout ce qu'on voit, c'est que quand on était sur les données d'entraînement, la régression logistique classique et avec régularisation Ridge avait une meilleure performance et la régularisation Lasso et ElasticNet était moins performante.
Alors qu'avec les données de test, c'est la régularisation, Lasso et ElasticNet qui deviennent plus performantes. Donc, ça reflète ce que je disais un petit peu tout à l'heure, que c'est vraiment important d'utiliser les données de test pour faire les vérifications et aussi que, justement, un modèle un peu surajusté. Donc, dans ce cas-là, on peut voir la régularisation Ridge comme étant quelque chose de très légèrement surajusté aux données et la régularisation Lasso comme quelque chose d'un peu moins ajusté aux données d'entraînement, mais qui va donner une meilleure prédiction sur les données de test. Et finalement, en termes de comparaison finale, on peut aller sortir un tableau comparatif de tous les coefficients qu'on a pour chacun des types de régression. Donc, ici, on a le least square, donc la version sans régularisation, avec régularisation Ridge, Lasso et ElasticNet. Et on peut voir l'estimation des coefficients pour chacune des variables selon le modèle qui est conservé. Donc, c'est ça qui nous permettrait de faire l'interprétation justement de comment chacune des variables influence la prédiction du décrochage scolaire dans un exemple réel. Donc, voilà, c'est tout pour le premier exemple. Est-ce qu'on a des questions là-dessus, surtout sur les concepts généraux, parce que comme je disais, ça, c'est un exemple un peu fictif. S'il n'y a pas de questions, on va passer sinon à l'exemple de Seyed. OK, parfait. Donc, on va tout de suite embarquer dans le deuxième exemple. Merci Clémentine pour ta présentation, c'était super. Et merci pour l'exemple aussi. OK, donc voilà. Cet exemple-ci, je m'excuse, je vais juste partager mon écran. 2 secondes. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. OK, parfait. Donc, comme je disais, cet exemple-ci, il porte sur les données que nous avons ramassées dans le laboratoire des changements sociaux et l'identité. Et il est en lien avec mon projet de maîtrise qui porte sur la mobilisation du Black Lives Matter qui a eu lieu en 2020. Donc, juste pour vous donner un petit peu de contexte, le 25 mai 2020, George Floyd, qui était un homme afro-américain, a été tué par un policier aux États-Unis. Et comme vous le savez sûrement, dans les mois qui ont suivi cet événement, des centaines de milliers de personnes sont sorties marcher dans les rues pour dénoncer sa mort et pour revendiquer des droits pour les communautés noires et racisées, y compris au Canada. Donc, pendant ces temps-là, le laboratoire dont je fais partie avait commencé une enquête à peu près au début de la pandémie pour suivre l'impact de la pandémie sur les Canadiens et les Canadiennes. Donc, après les événements de la mort de George Floyd, le laboratoire a décidé d'inclure dans son questionnaire une question qui demandait aux Canadiennes et aux Canadiens de nous dire s'ils avaient participé ou pas aux mobilisations sur le Black Lives Matter. Donc, c'est comme ça que mon projet de maîtrise est né. Et donc, je me suis posé la question dans un temps de changement social comme celui que nous avons vécu pendant l'année 2020 avec la pandémie, quelles sont les variables, donc quelles sont les informations qui nous permettraient de prédire quelle personne aurait tendance ou non à se mobiliser pour une manifestation sociale comme celle du Black Lives Matter, okay, dans le contexte de la pandémie. Donc, c'est à ça que nous allons toucher un peu aujourd'hui dans l'exemple que je vais vous montrer. On va utiliser la régularisation justement pour essayer de trouver quelles sont ces variables-là. Donc, la régularisation va nous dire quelles sont les variables qui permettent de mieux prédire les données sur la mobilisation du Black Lives Matter qu'on a dans notre laboratoire. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire avant de sauter dans l'exemple. Une dernière chose, c'est que ces données ont été recueillies avec le financement des instituts de recherche en santé du Canada. Et donc, il s'agit aussi d'une régression logistique. Donc, ma variable dépendante, qui est la mobilisation pour le Black Lives Matter, est divisée en deux. Le chiffre 1 représente les personnes qui se sont mobilisées, le chiffre 0, celles qui n'ont pas participé aux mobilisations. Parfait. Donc, voici, j'ai parlé un peu de l'échantillon déjà. Les variables prédictrices. Donc, on a une longue liste, à peu près une trentaine de prédicteurs.
On va prendre quelques secondes pour les visualiser. Donc, nous avons les variables démographiques conventionnelles comme le sexe, l'âge, ta province de résidence, ton ethnicité, ton orientation politique. Nous avons des variables indépendantes un peu plus psychologiques, comme par exemple le fait de s'identifier à un groupe culturel comme celui des citoyens du monde, ou bien au contraire, si je m'identifie plus fortement avec mon pays, le Canada, la Fédération canadienne, ou bien je m'identifie très fortement avec ma province. Ça, c'était plus des variables psychologiques que nous avions inclus. Et plus, on avait aussi d'autres variables qui étaient plus associées à la pandémie de la COVID-19. Comme par exemple le fait de ressentir de la privation relative. Ça va aller chercher la perception des participants de notre étude, de sentir qu'avec la pandémie, leur situation économique, par exemple, s'était détériorée, ou la situation économique des Canadiens en général s'était détériorée. Voilà, d'autres questions en lien avec la COVID. Nous avons, par exemple, des inquiétudes de santé par rapport à la COVID. Donc, à quel point j'ai peur d'attraper le virus. Donc, c'est ça, nous allons aller explorer un petit peu toutes ces variables-là et voir c'est lesquelles qui sont plus reliées avec la mobilisation pour le Black Lives Matter. C'est quoi qui nous permet de mieux prédire ce phénomène. Voilà, donc c'est ça l'objectif de l'analyse, justement. Ça, c'est une étape préliminaire, comme vous avez vu. Déjà avec Clémentine, on télécharge tous les packages. Ouais, en passant, ça se ressemble beaucoup avec l'exemple de Clémentine, donc il y aura certaines étapes que je ne vais pas nécessairement expliquer, mais si vous avez des questions, vous voulez me poser une question sur la syntaxe, n'hésitez pas à m'arrêter, on va regarder ça ensemble. Voilà, donc admettons qu'on a déjà tout téléchargé les packages, et on a tout, les packages sont prêts à utiliser. La première chose qu'on ferait, comme dans l'exemple de la Clémentine, c'est de diviser notre échantillon en deux échantillons, donc un échantillon test et un échantillon d'entraînement. Pour cet exemple-ci, nous utilisons seulement 1000 observations, donc on utilise un sous-échantillon de nos vraies données. Voilà, donc le premier échantillon, l'échantillon d'entraînement, a 700 observations et le deuxième a 300 observations. Après ça, encore une fois, comme dans l'exemple de Clémentine, on standardise les variables. On peut passer tout de suite à la création de la fonction qui va nous permettre d'utiliser la validation croisée, comme on l'a déjà vu. C'est la prochaine étape. Nous pouvons commencer tout de suite avec une régression classique logistique qui va nous permettre de voir un peu, d'avoir un point de référence. Donc, si on exécute ce bloc de syntaxe-ci, nous allons voir les résultats de cette régression logistique classique. Donc, ici, on a la liste de tous nos prédicteurs avec les estimations des coefficients et comme c'est une régression très classique, ça nous indique aussi le niveau de signification avec les petites étoiles qui nous indiquent quelles variables sont plus significatives que d'autres. Donc, ça, c'est un premier point de référence, mais nous allons aussi calculer une régression classique logistique sans régularisation en utilisant la fonction JLMNet, qui est la même fonction qu'on va utiliser plus tard pour les modèles régularisés. Okay, donc, on exécute cette régression-là et ça nous permet de voir tout de suite les coefficients qui sont associés à chacun de nos 27 prédicteurs. On ne va pas tout de suite essayer de les interpréter, mais on va les garder en note et on va comparer avec les coefficients des autres modèles quand on va être rendu à la fin de l'exemple. Super. Donc, quelque chose qu'on va vraiment vouloir faire à ce moment-ci, c'est de faire la prédiction. Donc, en utilisant cette régression-ci, nous allons essayer de prédire, donc selon la ligne de régression, combien de personnes se seraient mobilisées pour le Black Lives Matter, combien de personnes seraient restées à la maison. Et on va comparer cette prédiction avec les vraies données sur la mobilisation que nous avons dans notre laboratoire. Et on va donc calculer un pourcentage de concordance entre la prédiction et les vraies données.
Donc, pour notre premier modèle sans régularisation, donc la régression logistique classique, si on calcule la table des classifications, on se rend compte que 84,4%, on a 84,4% des bonnes classifications. Donc, il y a une concordance de 84,4% entre la prédiction de la régression sans régularisation et les vraies données du Black Lives Matter, ce qui n'est pas pire pour une régression classique. Donc, on prend cette valeur en note et on passe à nos modèles régularisés. Okay? Nous allons commencer par la régression régularisée de type Rich, qui est la plus simple, si on peut le dire comme ça. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de calculer notre valeur du paramètre lambda, qui va nous servir plus tard à estimer aussi la régression. Okay. Donc, le paramètre lambda est indiqué ici par les lignes pointillées. C'est ça, donc le lambda optimal, le logarithme du lambda optimal se trouve très proche de -4. Nous allons utiliser ce paramètre-là dans la régression pour aller observer comment les coefficients de régression vont varier selon la valeur du paramètre lambda. Donc, c'était justement l'image qu'on voit ici. On remarque qu'au milieu, nous avons le chiffre 0. Donc, chaque ligne ici représente un coefficient. Les lignes qui se rapprochent du centre, c'est les coefficients qui sont très proches de 0 ou qui n'ont pas beaucoup d'importance dans le modèle. Celles qui se démarquent un petit peu plus, ça serait les variables avec des coefficients plus forts qui auraient plus de valeurs prédictives dans le modèle. Quelque chose qu'on peut remarquer ici, c'est qu'en haut du graphique, nous avons 27, 27, 27, 27. Ça veut dire que peu importe la valeur du lambda, on conserve toujours les 27 prédicteurs originaux. Donc, ils sont tous là. Il y en a pas qui ont été exclus. Voilà. Donc, c'est ça. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de faire la prédiction avec le modèle régularisé Rich et de comparer cette prédiction-là avec nos vraies données pour voir à quel point ça concorde, ça match. Donc, on fait la prédiction et le tableau des classifications nous montre qu'encore une fois, 84% des participants sont bien classés si on utilise la régularisation Rich. Donc, ça se ressemble pas mal avec notre ancien modèle. On prend ça en note et on passe à la régularisation Lasso. Donc, on répète le même processus. Nous allons trouver le paramètre lambda qu'on va utiliser ensuite pour pouvoir prédire la régression. Donc, le lambda, cette fois-ci, son logarithme est plus proche de -5. On voit cette fois-ci en haut du graphique qu'il y a une variation quant au nombre de variables qui sont retenues dans le modèle. Avec le lambda optimal, on peut s'apercevoir qu'environ 18 variables sont conservées dans le modèle avec la régularisation de Lasso. Ça veut dire que plusieurs autres des variables ont été fixées à 0. On se rappelle que c'est une des caractéristiques de la régularisation de Lasso, c'est que certains coefficients vont être tout simplement fixés à 0 et exclus du modèle. Donc, la prochaine chose que nous allons faire, c'est d'essayer de prédire les patterns des mobilisations selon ce modèle. C'est ça, on va essayer de prédire la mobilisation selon ce modèle et on va le comparer aux vraies données. Okay. Donc, la table des classifications ici nous montre une performance prédictive de 83,9%, ce qui est encore très bon et très similaire à nos autres deux modèles précédents. Donc, on prend cette valeur en note, on va les comparer à la fin de l'exemple et on passe à notre dernier modèle de régularisation, donc celui avec la technique ElasticNet. La seule différence avec les deux autres modèles, c'est que nous devons calculer le paramètre supplémentaire alpha. Donc, on va exécuter le bloc des syntaxes ici. Ça s'en vient. Parfait. Donc, nous avons 9 valeurs de alpha possibles, donc 0.1, 0.2, 0.3.
etc., jusqu'à 0.9, chacune est associée à une valeur lambda optimale. On va aller voir c'est laquelle qui nous permet de minimiser la déviance. Donc, avec le calcul ici, nous avons chacune des 9 valeurs de alpha avec oui, c'est ça, avec la minimisation de la déviance qui est associée à chacune. Donc, c'est encore une fois très semblable, mais nous allons choisir cette fois-ci la valeur 0.1. Donc, en introduisant le alpha des 0.1 dans notre prochain bloc de syntaxe, nous allons faire l'estimation, la prédiction des données. Et encore une fois, on va comparer ça à nos vrais résultats sur la modélisation. Parfait. Donc, la table des classifications, cette fois-ci, pour le modèle qui utilise ElasticNet, nous montre que 83,7% des observations sont bien classifiées avec ce modèle. Okay? Donc, nous avons déjà la performance prédictive de chacun des modèles avec les données d'entraînement. On va tout simplement faire la même chose avec les nouvelles données, les données de test que nous avions créées au début, juste pour valider notre modèle avec des données que l'algorithme n'a pas encore vues. Donc, le prochain bloc des syntaxes va justement faire ça. On va prédire les données avec chacun des modèles, cette fois-ci avec les nouvelles données. Et on va aller chercher c'est quoi la performance prédictive de chacun des modèles avec les nouvelles données. Pour la régression classique sans régularisation, nous avons maintenant une performance prédictive de 82,3% avec les nouvelles données. Parfait. Avec la régularisation Ridge ou crête, nous avons une performance de 82,3, donc exactement la même chose. Avec la régularisation lasso, nous avons maintenant 84,3% des bonnes classifications, ce qui est très bon avec des nouvelles données. Et finalement, la régularisation ElasticNet, qui a aussi un très bon niveau de prédiction à 84% avec les données test. Okay. Nous avons maintenant presque toutes les informations qu'il nous faut pour pouvoir comparer les modèles et en choisir le meilleur. La dernière chose qu'on va faire, comme dans l'exemple de Clémentine, c'est de calculer un écart type autour de cette prédiction en utilisant la technique Bootstrap. Donc, c'est le dernier bloc de syntaxe que nous avons ici. Je ne vais pas l'exécuter puisque vous avez vu que ça prend beaucoup de temps, mais j'ai déjà les notes ici. Ce qui nous permet de voir que c'est ça. Le premier écart type est à 1.6, deuxième 1.4, 1.4 et 1.6. Super. Donc, nous allons mettre toutes ces informations-là dans le tableau suivant qui va nous permettre de comparer les modèles et d'en choisir un. Donc, pour le modèle classique sans régularisation, on se rappelle, 84,4% des performances prédictives avec les données d'entraînement. Pour celui qui utilisait la régularisation Rich, nous avons aussi 84%. Pour la régularisation Lasso, nous avions 83,9%, encore très similaire. Et pour ElasticNet, 83,7%, tout ça avec les données d'entraînement. Donc, au niveau des données d'entraînement, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une différence qu'on peut remarquer facilement. On va voir avec les données test. Donc, pour, encore une fois, le modèle classique sans régularisation, sa performance prédictive avec les données test était de 82,3. Avec la régularisation Rich, nous avions 82,3, donc très similaire encore. Régularisation Lasso avec les nouvelles données, nous avions une performance de 84,3%. On peut dire que c'est la meilleure jusqu'à date. Et ElasticNet, 84% aussi des bonnes prédictions avec les nouvelles données. Donc, quoique les résultats sont très similaires, on peut percevoir que très légèrement, la régularisation Lasso présente un certain avantage, surtout avec les données test. Donc,
84,3 % alors que c'est 82 pour les deux autres. Et l'écart type est le plus petit ici. Donc, c'est celui-là que nous allons retenir. Donc, on va aller regarder les coefficients qui sont associés à cette régression-là pour pouvoir tirer certaines interprétations. Encore une fois, ici, on se rend compte que les résultats sont très similaires. Donc, surtout à cause que nous n'avions pas une tonne de variables indépendantes, nous avions 27 prédicteurs. Peut-être que si on aurait considéré les interactions entre ces prédicteurs-là, donc chaque interaction devient une nouvelle variable, on serait rendu à peu près à plusieurs, en tout cas, beaucoup plus de variables que ce que nous avions pour ce modèle-ci. Et à ce moment-là, on aurait pu peut-être remarquer une différence plus grande dans la performance prédictive des modèles. Mais d'utiliser la régularisation dans cet exemple-ci, ça présente quand même quelques avantages, surtout avec la régularisation de lasso, que comme on le sait, ça fixe certains coefficients à 0. Donc, ça va nous donner un modèle qui est presque aussi performant qu'un modèle sans régularisation ou presque légèrement meilleur, si on se rappelle, donc 83,9 et 84,3. Donc, c'est légèrement meilleur qu'un modèle sans régularisation. Et ce modèle-là, il est capable de faire ça même avec moins de variables. Donc, avec la régression logistique classique, on incluait toutes les 27 variables dans le modèle, alors qu'avec la régularisation de lasso, il y en a certaines, on va le voir tout de suite après, qui ont été fixées à 0. Et donc, c'est un modèle plus parcimonieux, c'est un modèle plus simple, mais qui arrive à des résultats qui sont autant bons. Donc, la parcimonie, c'est souvent un principe qu'on valorise en sciences humaines. Super, donc on va aller interpréter, regarder les coefficients de régression qui sont associés à chaque variable, et ce pour chacune de nos 4 modèles. C'est le bloc de syntaxe qu'on exécute juste ici. Parfait. Donc, ici, dans la première colonne, nous avons chacune des 27 prédicteurs. Et à côté, dans les autres colonnes, nous avons les coefficients qui sont associés à chacun des prédicteurs pour chacun des 4 modèles que nous avons ici. Donc, la première colonne représente la régression sans régularisation. Okay? Et on va se concentrer sur cette première colonne ici et la troisième colonne qui représente la régularisation de lasso. Donc, la première chose qu'on va aller chercher dans le coefficient, c'est ceux qui ont été fixés à 0. Donc, c'est quoi les variables, dans le fond, que l'analyse a décidé qu'ils n'avaient pas d'utilité prédictive pour prédire la mobilisation de Black Lives Matter? On voit tout de suite que le fait de, par exemple, être un résident des prairies, des provinces des prairies, tu n'avais pas plus ou moins de chances de participer aux manifestations du Black Lives Matter. Autre chose d'intéressant ici, c'est par exemple l'ethnicité, le fait d'être non blanc, ça n'avait pas d'impact sur le fait de se mobiliser ou non pour le Black Lives Matter. Peut-être que si on avait isolé les participants d'ethnicité noire, on aurait vu une différence, mais pour cet exemple-ci, nous avons juste gardé tout le monde dans la même catégorie et l'analyse nous montre qu'il n'y a pas d'impact sur la mobilisation du Black Lives Matter. Un autre coefficient qui est fixé à 0 est le fait d'être au chômage. Ça n'avait pas de lien avec le fait de se mobiliser ou pas. On va chercher ici. Voilà, donc la clarté qu'on a par rapport aux mesures sanitaires. Donc, quelqu'un qui se lavait les mains très souvent, qui restait à la maison, qui portait le masque, qui respectait le couvre-feu, il n'était pas plus ou moins probable que cette personne-là aille aux manifestations de Black Lives Matter. Pareil pour l'adhésion aux mesures sanitaires. La confiance dans le gouvernement, le niveau d'émotions négatives, le niveau d'émotions positives, c'est toutes des choses qui n'ont pas montré d'utilité à prédire la mobilisation. Maintenant, on va aller voir quels sont les coefficients qui sont positifs ou négatifs, donc qui ont été conservés
par la régularisation de l'assaut. La première chose qu'on remarque, c'est pour la variable de sexe, donc les hommes, le fait d'être un homme, ça faisait en sorte qu'on avait moins tendance à aller aux manifestations. Donc, voilà, c'est ce que les données nous montrent. Bravo les filles, vous êtes allées plus aux manifestations de Black Lives Matter. Le fait d'être québécois, donc il y a un signe négatif en face du coefficient. Donc, l'analyse semble dire que les Québécois étaient, comparés aux autres provinces canadiennes, moins portés à aller aux manifestations du Black Lives Matter. On va voir ici un point 23 négatif. Donc, encore une fois, les personnes qui refusaient de déclarer leur ethnicité avaient moins de tendance à participer dans le mouvement. C'est quelque chose qu'on constate. L'orientation politique, donc plus tu augmentais dans l'échelle d'orientation politique, et ici l'extrême positif représentait la droite dans le spectre politique. Donc, plus quelqu'un s'identifie avec la droite politique, bien, moins cette personne-là allait avoir tendance à être présente pendant les mobilisations de Black Lives Matter. Ici, nous avons un coefficient positif, donc, et c'est pour la variable de l'identification au groupe des citoyens du monde. Donc, quelqu'un qui, dans notre questionnaire, disait s'identifier au groupe des citoyens du monde, c'était quelqu'un qui avait plus tendance à être présent pendant les mobilisations de Black Lives Matter. Nous avons un peu l'effet contraire pour, encore une fois, les gens qui s'identifiaient très fortement à leur province. Ils avaient moins tendance à être présents. L'âge, c'est un autre des coefficients qui ont été retenus. Donc, il y a un signe négatif, ce qui veut dire que plus tu augmentais dans l'âge, bien, moins tu avais des chances d'être présent aux manifestations. On l'a vu, c'est surtout les jeunes qui ont été présents lors de ces manifestations-là. Finalement, nous avons ici une variable psychologique qui réfère à la clarté identitaire. Donc, c'est par exemple quelqu'un qui n'était pas si sûr de son identité, quelqu'un qui rapporte des niveaux pas très élevés des connaissances de soi. Eh bien, si tu n'as pas beaucoup de clarté identitaire, et moins tu avais des clartés identitaires, plus tu étais présent pendant les manifestations. C'est ça. Ce qui veut dire que peut-être ces personnes-là qui avaient moins de clarté d'identité ont vu une opportunité de participer à un groupe, de s'identifier. Mais encore là, je vais trop loin dans l'interprétation, ce qui n'est pas le but, justement, quand on fait des analyses de type de régularisation, mais ces genres d'études exploratoires, c'est très intéressant parce que c'est ça qui va nous permettre d'aller faire des études confirmatoires dans lesquelles on va pouvoir tester une certaine théorie. Autre chose que l'analyse nous suggère, c'est par rapport à la variable inquiétude par rapport à la discrimination. Donc, c'est un coefficient positif, ce qui veut dire que quelqu'un qui était plus préoccupé par rapport à la discrimination qui a été causée pendant la pandémie. On pense notamment aux événements de racisme anti-asiatique qui ont eu lieu pendant la pandémie. Bien, une personne qui était plus préoccupée par ces enjeux-là, c'était aussi une personne qui avait plus de chances d'être présente pendant les manifestations du Black Lives Matter. Et c'est pas mal tout. Sinon, merci pour votre attention et si vous avez des questions, on va être content de répondre. Si vous avez des questions pour Seyed, n'hésitez pas à ouvrir votre micro puis à les lui poser ou si vous voulez aussi dans le chat, c'est possible. Non?
Moi, j'ai peut-être une question. Est-ce que, après avoir ces résultats-là, tu fais comme de la visualisation, par exemple, pour tu sais, attirer l'œil ou expliquer les choses avec des graphismes? Et puis, quels outils tu utilises pour ça? Oui, bien sûr, c'est quelque chose que nous allons intégrer dans la publication scientifique que nous allons publier éventuellement. Mais c'est ça, c'est pas quelque chose qui a été produit jusqu'à date. Je sais que le logiciel R, ça permet de faire de belles visualisations, mais c'est pas quelque chose que j'ai exploré jusqu'à date. Donc, je peux pas te dire exactement quel package qu'on pourrait utiliser pour visualiser ces résultats-ci. Je ne sais pas si Clémentine, Mais c'est ça que j'allais dire, si je peux me permettre. C'est sûr que c'est ça, c'est parce que quand on utilise la régularisation comme ça, c'est vraiment une approche exploratoire. Donc, pour se rendre à la visualisation potentiellement des graphiques et tout, ça serait peut-être plus dans un peu comme une deuxième étape, quand une fois qu'on a décidé quel coefficient, quelle variable on veut garder, là, on irait de l'avant avec faire plus, c'est ça, des graphiques et des représentations visuelles un peu plus attirantes. Aujourd'hui, on se concentrerait beaucoup sur la méthodologie, là, donc c'est sûr que c'est un peu, des fois ça peut être un peu lourd, un peu dry, là, beaucoup de code, mais dans un article scientifique, évidemment, on essaye de mettre ça en forme pour que ça soit un peu plus intéressant. Je pense quand même, à mon avis, en tout cas, que les coefficients, les espèces de graphiques de coefficients avec les lignes de couleur, c'est quelque chose d'assez illustratif là, qui montre quand même bien les faits, donc c'est quelque chose qu'on aime bien mettre dans les articles. Oui, c'est ça, exactement. Ces graphiques-là, généralement, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup mettre dans les articles. Sinon, ben, c'est ça, c'est de la régression. Là, donc, c'est surtout le tableau à la fin qu'on va avoir. ouais, ça va. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Clémentine ou Seyed? Et merci pour les commentaires dans le chat. Ça fait plaisir. Ouais. Super, bah, écoutez, merci beaucoup à tous. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de clore cette leçon, cette démonstration ici. Merci beaucoup à Seyed et merci beaucoup à Clémentine pour leur venue et cette belle démonstration à partir de données, puis aussi d'une situation là, en contexte sociologique. C'est toujours très intéressant. Merci. Merci à tous pour votre attention. Bonne fin de soirée. Merci pour votre attention. À la prochaine. Bye.